Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter Lola Dubini, d'autant plus que je réalise cette intro après avoir enregistré l'épisode et je sais que cette conversation avec Lola était vraiment géniale. Lola nous partage son univers, que ce soit musical, théâtral, humoristique et son parcours vers l'acceptation de cette pluralité. Lola nous partage comment elle est passée de chanteuse à créatrice de contenu, comédienne et aujourd'hui en pleine finalisation de son premier album qu'elle a autoproduit. Mais vous allez le voir, avec Lola, on a dérivé bien comme j'aime pour aborder des sujets tous plus intéressants les uns que les autres. D'où vient la grossophobie et comment peut-on éduquer et lutter contre ce phénomène? Qu'est-ce que le body positivisme et est-ce qu'on est toutes légitimes à prendre la parole dessus? Pourquoi il est important de ne pas laisser le harcèlement en ligne impuni? Et la décision de Lola de porter plainte contre des internautes qui l'ont ouvertement insultée. Bref, cet épisode est une petite pépite, c'est pour ça qu'il est long, mais personnellement, plus les épisodes de podcast sont longs, plus je les apprécie, car je sais que ça signifie qu'on est vraiment entré en profondeur dans la conversation et qu'elle sera d'autant plus enrichissante. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui Ilona, qui cette semaine a laissé le commentaire suivant. Merci Louise de nous inspirer tous les jours. Je te suis sur YouTube depuis un long moment, tu me donnes le sourire tous les jours et tes podcasts me font évoluer au quotidien. Merci beaucoup Ilona pour ce message qui me fait vraiment plaisir et merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un avis ou de partager le podcast autour d'eux. Et je suis maintenant ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lola. Bon bah salut Lola. Salut. Bienvenue sur In Power, je suis ravie de t'accueillir chez moi. Salut. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? De la façon dont je le souhaite, alors déjà salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez bien branché vos petits AirPods ou autres. Moi je m'appelle Lola Dubini, je suis chanteuse, comédienne des fois, humoriste un peu, et je fais des vidéos sur YouTube aussi. Alors il y en a qui diront que je peux vendre des babouches également quand je le veux, mais en tout cas non, c'est que j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc. Et c'est ce que j'essaye de chérir un maximum, de savoir de faire ce que je veux et ce que j'aime quand j'en ai envie. C'est un luxe, mais j'essaie de me l'octroyer dès que je peux. Ouais, bah c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé, et je sais pas si c'est le cas pour toi, mais c'est pas quelque chose dont j'avais conscience quand j'étais enfant, ado, et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard. Ouais. Tu vois, j'aurais jamais répondu, j'ai envie de faire ce que j'aime le plus longtemps possible, et de créer un peu un métier sur mesure. C'est clair, parce que je trouve qu'en fait, le vrai problème, je trouve, du système français, sans vouloir faire la fille qui critique le système dans lequel elle habite, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut un peu vite m'énerver, mais le problème du système français, du système éducatif, c'est que on nous demande de choisir la littérature, l'économie ou les sciences, et il n'y a pas d'autre choix. Alors que déjà, du temps de nos parents, par exemple, il y avait la science... les sciences naturelles, tu vois, il y avait juste, c'était un peu plus aller du bac A au bac D, c'était un peu plus diversifié. Ouais. Et après, très vite, on nous a dit, en fait, on va encore plus vous spécialiser. Et après, on nous a dit, en fait, il y a tel métier qui existe, tel métier qui existe, tel métier qui existe. Et il va falloir que tu choisisses dans toutes ces palettes de métiers. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé pour que ce soit comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai senti aussi que, déjà, j'assumais pas du tout de vouloir être chanteuse. Parce que pour moi, j'estimais que c'était pas un métier. En fait, j'estimais qu'une passion ne pouvait pas devenir un métier. Et qu'un métier, c'était forcément un peu dans la contrainte et de devoir faire comment on appelle ça, des compromis. Et en fait, quand j'ai découvert que je pouvais me libérer de ces contraintes, et ben j'avais l'impression d'être un peu une imposteur, quoi. En mode, mais tu te rends compte ou pas Ouais, en mode t'as niqué le système, quoi. Bah, j'ai niqué le système. J'avais l'impression d'avoir vraiment suivi d'autres lignes et de m'être dit, mais en fait, ça veut dire que tu bosses pas vraiment. Et j'ai toujours encore en moi ce petit syndrome, je sais pas ce qui se passe de ton côté, mais moi, des fois, je me sens vraiment coupable de faire un truc que je kiffe quand je vois d'autres potes qui, eux, sont dans un carcan un peu plus droit et qui, des fois, leur convient pas forcément, quoi. C'est vrai. Moi, j'arrive à pas trop avoir ces états d'âme. Alors déjà, parce que je sais que je travaille beaucoup. Ouais. Qu'on fait des horaires hyper lourds et que nous, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas compris les jours fériés ce mois-ci, tu vois, j'étais là, ah bon, moi, c'est férié, tu vois. J'ai très peu compris. Aussi, c'est vrai. mais c'est vrai que, enfin, moi, je suis assez radicale sur cette croyance-là, qui est que on peut tous, alors ça sera plus facile pour certains que d'autres, c'est clair, mais on peut tous faire ce qu'on aime dans la vie. Ouais. Et donc, en fait, pour moi, ces potes qui sont pas heureux dans leur métier, dans leur stage et tout, ben,
ça tient qu'à eux, quoi, grave, ça, je suis à 100% trouver ce qui leur convient. Et souvent, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de risques, etc. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas trop cet état d'âme, mais j'avoue que quand on prend du recul et on est très chanceuse, c'est clair, tu vois. Ouais. Mais je préfère me dire on a fait en sorte que ça arrive, ça nous est pas tombé dessus, et si on peut encourager et inspirer des gens à faire la même chose, parce que c'est. Mais moi c'est plus quand je te dis j'ai ce petit syndrome de temps en temps, c'est que puisque vraiment je m'amuse un maximum dans mon travail, enfin vraiment. Il y a des moments où je me rends compte que j'ai travaillé pendant 1 heure, mais en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais bossé. Ce qui fait que des fois, je finis ma journée en me disant quand est-ce que j'ai bossé aujourd'hui, tu vois. Et c'est plus quand j'ai ces super journées, par exemple, quand je suis en plateau ou en plateau télé et tout, je me rends pas compte d'avoir bossé, alors qu'en fait, ça demande une charge intellectuelle et émotionnelle à supporter qui est vraiment, vraiment très grande, et on se rend pas compte parce que gérer la pression, parler en public, c'est des trucs qui sont hyper en soi énergivores, enfin ça prend vraiment beaucoup d'énergie sur l'instant, et après t'es vidé. Et moi des fois ça m'arrivait de pas bosser pendant une journée entière après, parce que t'as tellement donné sur un instant précis, ça t'a demandé vraiment de la concentration, et c'est pour ça que tu vois, des fois j'ai quand même encore un peu syndrome de l'imposteur, alors que je suis 100% fière de ce que je fais, je sais que je travaille comme une ouf, que je suis auto-entrepreneur, enfin pas auto-entrepreneur, j'ai ma société que je gère toute seule, que là mon album que je suis en train de faire en ce moment, c'est moi qui le produis de A à Z, c'est moi qui mets l'argent dedans, je paye de la graphiste au service RP, à la pochette de l'album, à la confection de l'album, enfin tu vois, je suis consciente de tout ce travail-là, mais des fois sur des trucs très précis où je m'amuse beaucoup, genre quand je suis sur scène par exemple, j'ai pas l'impression de travailler, donc je me dis qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, et après je me dis oui, j'étais quand même joué devant 100 personnes, tu vois. Donc c'est un truc qui est un peu en demi-teinte, tu vois. Je pense que c'est particulièrement vrai pour les personnes qui ont une passion. Tu vois, c'est là où c'est quand même assez différent ce qu'on fait, c'est toi tu chantes. C'est-à-dire t'as vraiment ce truc, c'est ce que, tu en parleras depuis le temps que tu vas être chanteuse, etc. Mais c'est vrai que pour moi les artistes, tu vois, que ce soit la danse, le chant, la peinture, ils ont un peu cet état de flow où quand ils font cette passion-là, ils voient pas le temps passer, etc. Moi, c'est vrai que, parfois, je vois pas le temps passer, mais souvent, je le vois quand même, tu vois. C'est plus que, j'adore partager, j'adore créer, j'adore imaginer, produire, écrire, etc. Mais c'est vrai que je pense que quand on a vraiment une passion précise, là, c'est de l'amusement. Enfin, c'est un truc, si tu pouvais faire que ça, tu ferais que ça, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, à un moment, je trouve que... Mais même dans ce que tu fais, et dans par exemple le business pur et dur, par exemple les gens qui vont créer des business vraiment de choses marchandes, ce qui prend de l'énergie, mais ce qui est hyper passionnant et ce qui donne des papillons dans le ventre, c'est créer. Enfin, c'est la création en général. Grave. Et il y a des moments où la création s'arrête pour des raisons X ou Y. Par exemple, moi, je suis jamais aussi créative que quand il se passe quelque chose d'horrible dans ma vie. Ah ouais? Ouais. Genre quand je suis super triste, j'écris des chansons. Ouais. Alors que quand je suis très heureuse, ça a tendance à être un peu le calme plat, et du coup, ça me rend malheureuse. Donc je retourne dans un cycle de création. Et en fait, ce qu'il y a aussi de prenant, c'est que quand t'es en passion et quand tu crées, et quand, comme tu dis, tu fais de la peinture ou des choses qui laissent une trace visible d'une chose que personne d'autre aurait pu faire, t'as ce truc quand même de fatigue, t'as ce truc d'épanouissement que tu peux pas trouver autre part, qui est à la fois très fatigant, mais qui te crée un cycle un peu chelou, ce qui fait que il y a jamais des moments où t'es hyper heureux. Tu sais que derrière tu vas avoir un moment de down, parce que il y en a certains qui créent dans le bonheur, il y en a certains qui créent dans le malheur. Moi par exemple, je t'ai expliqué mon cycle, et vraiment quand je suis très heureuse, il y a un moment où je me dis ok, il y a un orage qui va arriver, parce que sinon je pourrais plus rien créer. Donc en fait, aussi cette fatigue de tout le temps d'avoir une passion, c'est d'être dépendant de ce qui se passe soit dans ton entourage, donc de t'entourer des bonnes personnes, en tout cas des personnes qui sont riches, ou d'aller chercher ta richesse autre part, et c'est pour ça que je trouve ça super d'être comme ta personnalité, ou comme plein de personnalités que je peux côtoyer. On a parlé de You Make Fashion, Margot Sirou, ou même Hugo Décrypte, tu vois, que tu as pu accueillir, qui sont des gens qui ne se limitent pas qu'à une seule chose, mais du coup qui sont curieux d'aller voir autre part. Je trouve que c'est ce qui nourrit, parce que sinon t'es dans ton cycle et t'en sors jamais, en fait. Ouais, je suis d'accord, mais tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai, qui est qu'en fait on contrôle pas la créativité. C'est terrible, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile, quoi, cette dépendance. Est-ce que t'as réussi un peu avec le temps à trouver comment la stimuler, peut-être, ou comment en être moins dépendante? En fait, maintenant j'ai réussi à savoir quand est-ce que je ressens que je peux être créative.
Je sais pas, c'est un genre de... Je prends ma respiration et je sais pas, j'ai au niveau... Je peux pas vous le montrer, mais au niveau de la thyroïde, enfin de l'endroit où se situe la thyroïde jusque entre les seins, en fait, j'ai l'impression que ça me démange comme si j'avais besoin de sortir quelque chose. Mais c'est physique, en fait. Ça, vraiment, quand je parle à quelqu'un et que je sens que je l'écoute plus et que j'ai ça, bah c'est parce qu'en fait, j'ai besoin d'écrire quelque chose ou j'ai besoin d'être avec ma guitare, juste si c'est juste chanter ou quelque chose. J'ai besoin de ce moment à moi et pour moi, sans quelque chose autour. Ouais. Maintenant... est-ce que j'ai réussi à la dompter? Je crois pas, parce que c'est un travail de tous les jours et ce serait presque triste. Ce serait presque triste. Ouais. Après, tu vois, pas sur demande non plus, mais mais je voyais quelqu'un comme Marc Lévy par exemple qui parlait en interview et j'ai trouvé ça assez inspirant ce qu'il disait, parce que j'ai quand même l'impression que en fonction de l'art que tu pratiques et de la manière à laquelle tu es productif, tu vois, des gens comme Amélie Nothomb ou Marc Lévy sont des gens qui produisent beaucoup de livres, beaucoup reprochent la qualité, mais on n'est vraiment pas là pour parler de ça. Moi, je parle vraiment juste de la quantité de production. Bah, Marc Lévy disait que lui, il arrivait à gérer les moments où il devait écrire et les moments où il devait s'accorder du temps. Mais le gars a pas du tout le même âge que nous, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, déjà, mais en tout cas, moi, je serais... j'ai appris grâce à un nouveau système que j'ai mis en place. Maintenant, je travaille avec quelqu'un en composition. Du coup, ça me relâche un peu quand j'écris des chansons. Ça me relâche sur un côté où je me dis, bah là, je suis pas obligée d'être... à 110%, quoi. Ouais, voilà, à 110%. Je peux me relâcher un peu et pour le texte, j'y arrive pas encore parce que ça reste les mots que j'ai envie de chanter. Donc, mais en tout cas, j'ai réussi à relâcher une certaine pression. Donc, j'arrive pas à les gérer, mais en tout cas, j'arrive juste à peut-être plus déléguer qu'avant et ne pas me sentir à 100%, à 115% responsable de tout ce qui va se passer dans la création. Ouais. Non, mais ça, c'est très difficile quand on est comme ça, un créateur ou une créatrice. C'est que comme c'est quelque chose de très personnel et qu'on est un peu touche à tout et comme tu disais, on est curieux et que voilà, on veut avoir plusieurs cordes à son arc, on fait tout nous-mêmes au début, mais en fait ça s'essouffle assez vite, sinon tu perds ton énergie. C'est ça que moi c'est quelque chose aussi que je souhaite faire. D'ailleurs je devais embaucher une bras droit début mai, donc avec le confinement ça a un peu tout rechamboulé et en fait elle a dû prendre un autre taf parce que voilà elle devait toucher un revenu et tout, et du coup je me dis retour solo, et c'est vrai que ça c'est vraiment un peu difficile. Donc toi tu disais que t'as quand même fait tout ton album toute seule. Après avec l'aide de Pierre Laurent Fort qui est le gars qui fait les prods avec moi en fait, la compo. Mais c'est assez dingue parce que normalement c'est une maison de disques, parce que moi je suis très amie avec Lucie Lebrun des LEJ. Je vois l'équipe qu'il y a derrière. Il y a 10 personnes au moins, quoi. Mais c'est vraiment des choix à faire. Les LEJ, on n'a pas du tout, tu vois, le même parcours, bien qu'elles viennent aussi quand même des réseaux dans un sens, mais déjà elles sont 3. Moi j'ai commencé vraiment toute seule. Elles se sont rejointes. Je trouve que l'histoire du groupe est vraiment trop cool, et ce qu'elles en font en tout cas maintenant, d'être sorties des reprises et de maintenant faire de la création pure, je trouve que c'est charmé. Et en fait tu te rends compte simplement que la manière dont t'as grandi, dont moi j'ai grandi dans mon travail, a vraiment influencé mes futures relations contractuelles en fait. J'ai tellement été libre, beaucoup avec ma chaîne YouTube, tu vois, j'ai pu faire ce que je voulais, et justement par rapport à la créativité, tu vois, YouTube, au bout d'un moment j'ai vu le bout de la falaise et je me suis arrêtée. J'ai dit ok, là je vais pas faire du contenu tout pourri, je vais m'arrêter, j'ai vu le bout de la falaise, je prends une pause et je reviendrai quand j'aurai envie de revenir, tu vois. C'est dur mais il faut le faire. Quand t'as plus d'idées, va te nourrir autre part et tu verras que ça va revenir tout seul. Et en gros ça s'est passé où j'ai fait ma chaîne YouTube, etc., créé ma société, et au bout du tunnel, je voulais faire de la musique de toute façon. J'ai trouvé un producteur de spectacle parce que je voulais aussi faire du spectacle. J'ai trouvé un producteur de spectacle et en même temps, j'ai trouvé ma maison de disques parce que j'ai une maison de disques, mais j'ai pas un contrat d'artiste. Ce que je pense peuvent avoir les LEJ, je veux pas m'avancer, soit contrat d'artiste, soit contrat de licence. Moi, je suis en contrat de distribution. Et bon, là, on rentre dans des trucs un peu relous de contrat, mais en tout cas, sachez simplement que quand t'es en distribution, ils sont chargés de diffuser le projet. Donc de mettre tout à disposition pour que le projet soit diffusé, donc le mettre à la Fnac, le mettre machin, le mettre truc. Et moi en fait, ils me donnent un peu d'argent pour que je puisse construire cet album-là, mais c'est moi qui vais gérer le budget. Et c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai toujours été maître de ce que j'allais fournir à la fin. Avec ma manager, ça a été une décision commune de se dire en fait, je viens d'un truc où je suis indépendante
Et même si ma manager, je lui faisais une confiance aveugle, etc., j'ai mis vachement de temps à signer le contrat que j'ai eu avec elle, parce que quand t'as l'habitude d'être tout seul, c'est très compliqué de faire confiance des gens, surtout quand on parle de ton nom. Je sais pas ce qui se passe avec ton projet, par exemple, mais faire intervenir une tierce personne quand il s'agit de ton avenir... Ah ouais. Et ben moi, je veux pas reprocher aux gens d'avoir fauté. Ouais, je veux que clair. tout soit de ma faute, en fait. Ouais, c'est clair. Et surtout que même si c'est de la leur, tu te diras que c'est de la tienne parce que c'est toi qui lui as donné ta confiance, etc. Et tu te dis, putain, j'aurais dû choisir quelqu'un d'autre et tout. Alors, maintenant, j'ai signé avec cette manager. Et depuis, j'ai un peu débloqué ce côté un peu contrôle fric de tout ce qui se passe. Mais je suis très contente de me dire que mon premier album, ça va être le fruit... déjà d'une envie qui date depuis que je suis petite, mais surtout le fruit d'un travail avec des gens que j'ai choisis, tu vois. Mes attachés de presse, c'est l'équipe Scopiton, c'est des meufs que j'ai rencontrées, et c'est genre 5 meufs. Perrine, c'est une meuf qui a créé sa société, elle y va, tu vois, ça fonce. Trop contente de bosser avec elle. Les graphistes que j'ai choisis, j'en ai 2, avec qui je bosse, et pour le spectacle et machin. Tu choisis les gens avec qui tu bosses, quoi. Et t'as pas eu trop de mal à les trouver? Ah, grave. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, parce que quand on nous écoute, peut-être les gens ils se disent, bon bah voilà, faut que je trouve les bonnes personnes. Ouais. Mais c'est tellement difficile. C'est clair, parce qu'en fait, toi, t'as été toute seule beaucoup. Bah ouais, moi j'ai lancé ça toute seule, j'ai toujours fait toute seule. Là, j'ai une agente, Laureline, qui est géniale, et je suis ravie de l'avoir trouvée. Et je serais curieuse après que tu me dises exactement toi ce que fait ta manager pour juste voir les différences un peu qui peuvent exister. Mais sinon, le développement de ma marque, au début c'était seule, puis je me suis entourée d'une styliste et d'une chef de produit en freelance, donc petite équipe. Mais tu vois, pareil, graphiste en freelance, j'ai encore du mal à me dire, bon bah vas-y, on monte une team. Mais parce que aussi je suis assez un loup solitaire, tu vois. Ouais, moi j'aime pas avoir des comptes à rendre. J'aime bien. Non, mais tu vois, vraiment, j'ai découvert ça en mode, mais moi, ça m'angoisse, en fait, d'avoir quelqu'un à la fin de la journée qui va me dire, du coup, t'en es où pour ça et tout. Je suis là, genre, ah non, laissez-moi gérer toute seule. Je suis carrément d'accord. Voilà, heureusement, tu vois, donc, du coup, voilà, mon agent, qui est la personne la plus proche dans ce que je fais, elle est hyper libre, elle comprend totalement comment je fonctionne, et juste, genre, on échange, tu vois, mais elle me laisse grave respirer. Et, elle a, pour le coup, rien à voir avec le développement de ma marque de lingerie. Donc, tu vois, j'ai quand même mis aussi certaines barrières. Mais ouais, je me rends compte que trouver quelqu'un dans qui tu mets ta confiance, qui arrive à fonctionner pareil que toi, et qui arrive à avoir de l'empathie pour toi, parce que c'est marrant, parce que j'en discutais ce matin avec mon metteur en scène sur le spectacle. En gros, ça peut être flou pour les gens qui écoutent. En fait, j'ai un spectacle dans lequel je fais 50% de musique et 50% de sketch. La partie sketch, c'est celle dans laquelle je me sens c'est le plus casse-gueule pour moi, parce que c'est nouveau. Tu vois, ça fait même pas... J'ai fait 3 ans de pièces de théâtre, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment moi qui parle en mon nom, avec des blagues. Je savais pas vraiment écrire de blagues, donc j'ai pris quelqu'un pour écrire des blagues avec moi. Ça, c'est dur aussi, tu vois. Ouais. Et j'ai un metteur en scène qui essaie de lier les deux au maximum. Et donc, cette team-là, pour la trouver, même les gens créatifs autour de toi, je sais pas ce que t'en penses, et je serais ravie d'entendre ton avis là-dessus, mais pour les gens qui écoutent, ça peut passer comme un truc de... J'ai trouvé la bonne personne directement... c'est ça, j'ai contacté, on s'est rencontrés. Du tout. Moi, c'est des centaines de déceptions pour trouver une personne de bien. Et vraiment, tu vois, tu me parlais de ton agent. Moi, ma manager, ça fait depuis quasiment... là, en mars, ça a fait 1 an et demi qu'on se connaissait. En fait, moi, je suis passée par différents formats, parce que l'avantage et le désavantage d'être un peu multitask, c'est que très compliqué de trouver quelqu'un qui soit à 360 ou une équipe qui puisse te suivre. Et quelqu'un qui comprenne le projet et qui te fasse pas choisir qui t'as envie d'être, en fait. Parce que ça, choisir qui on a envie d'être à ta place, j'ai envie de tirer des balles dans des têtes. Ouais, c'est ça. Genre, si elle, tout le but, c'était que tu deviennes uniquement chanteuse, elle t'aurait façonné de cette façon-là. Mourir, et moi, partir vite, fort, loin, longtemps. Vraiment pas du tout envie d'entendre ça. Ouais. Et parce que c'est hyper compliqué quand toi, tu te sens multiple. Ouais. Que quelqu'un te dise non, tu dois être singulière, et dire non, bordel, rentre dans ma case là, vas-y. Laisse-moi tranquille, quoi. Mais c'est dur parce que du coup moi j'avais l'impression d'être un ovni, quoi. Pendant 4 ans, j'ai eu un mal-être de me dire ok, on va choisir. Et en fait, j'étais trop, c'est un peu violent ce que je veux dire peut-être, mais j'étais trop moche pour faire de la musique pendant longtemps, on me l'a dit. On te l'a dit? Ouais, j'étais trop moche pour faire de la musique. Je correspondais pas vraiment à la case des youtubeuses beauté, qui était grave à la mode quand j'ai commencé. Ce qui était horrible de les mettre dans des cases, parce qu'elles sont toutes hyper différentes. Et ils sont tous hyper différents. Et je correspondais pas trop à la case, puisque j'avais pas de skills, j'avais pas du tout de compétences dans le théâtre, l'écriture, l'humour et tout. J'ai fait 1 an d'école, mais c'était pas assez, tu vois. Pour être comédien, c'est de l'apprentissage et tout.
Et moi, en fait, quand j'ai commencé YouTube, donc je savais que la musique, je le mettais un peu de côté, que ça allait revenir plus tard. J'ai commencé YouTube et j'ai rencontré les équipes d'M6 qui s'occupaient de la chaîne Cover Garden dans laquelle j'étais et qui m'ont fait rencontrer évidemment des youtubeurs, des youtubeuses, Emma Cakeup, Amy LTR, Nad Richard, Margot, c'est comme ça que je l'ai rencontré aussi. Plein de gens comme ça qui ont créé, qui nous ont enlevé de la solitude de la création en fait. Donc ça c'est super. Je suis rentrée en MCN chez eux, donc en MCN ça veut dire qu'en fait ma chaîne, j'ai confié au groupe M6 pour qu'ils puissent me faire gagner un peu d'argent dessus. Donc c'est là où c'était le début des collaborations de marques et tout. Et du coup j'ai complètement laissé de côté le côté création de chansons, côté création de spectacles, même si c'était une envie qui bouillonnait en moi, mais j'étais youtubeuse quoi. Donc je me laissais être youtubeuse, je me laissais le droit de chanter sur YouTube, voilà, je m'accordais quand même une certaine liberté. Ça a fonctionné pendant quelques temps, et au bout d'un moment, en fait, on s'est retrouvés avec M6 à ne plus savoir comment se comporter les uns avec les autres, parce que moi, mes envies profondes commençaient à ressurgir, et je pouvais pas leur reprocher de pas avoir envie de les suivre, puisque ce qu'ils avaient signé à la base n'était pas ce que j'étais au final. Et ça a été super dur. Vraiment, j'ai eu... ça a été comme une séparation de couple. Ça faisait 4 ans qu'on se connaissait, et en fait, on s'est quittés. C'est moi qui ai décidé de partir parce que je supportais pas qu'on me veuille là où j'étais pas et où j'avais pas envie d'être. Ouais. Et ça a été super dur psychologiquement parce que je me suis dit ok, t'es toute seule et il y a plus personne qui va t'aider quoi. Ouais. Donc j'ai géré mes OP pendant 1 an toute seule. J'ai géré les contrats qui arrivaient toute seule et tout. Et puis j'ai rencontré mon metteur en scène grâce à la pièce dans laquelle j'ai joué pendant que je faisais mes vidéos sur YouTube aussi. Et là, j'ai trouvé un partenaire. Il m'a dit, je crois en ton projet, musique, spectacle, les deux en même temps. Et là, pour le coup, on s'est apprivoisé pendant 4 ans, avant de se dire les choses et qu'il me dise qu'il croit en moi, tu vois. C'était donc quelqu'un qui était chez M6 ? Non, là, pour le coup, c'était quelqu'un qui était dans la prod d'une pièce dans laquelle j'ai joué qui s'appelle Ado. Ouais. Et qui demandait pas des skills de comédien de ouf, mais dans laquelle je m'épanouissais vraiment. Et en fait, c'est vu que je faisais un peu YouTube, et que j'étais pour moi 100% youtubeuse, mais que de l'autre côté j'étais un peu comédienne, mais que j'assumais pas du tout d'être comédienne, ça a fait grandir en moi du coup la frustration, parce que d'un côté je m'épanouissais vachement en comédienne, et de l'autre côté je m'épanouissais vachement en YouTube, et je me suis dit mais en fait on me demande de choisir, c'est horrible. Et j'ai rencontré Nicolas, et Nicolas m'a fait croire en mon talent, en un talent qui pouvait être multiple. Et là pour le coup je le remercie, parce que sans lui je me serais retrouvée un peu du jour au lendemain solo. Ouais. Il m'a présenté 2 auteurs, une fille, un garçon. Ça a plus matché avec le garçon. Et on a commencé, mais ça a été le travail d'1 an de bien s'entendre pour pouvoir écrire des blagues ensemble. Donc c'est un truc un peu long quand même. Ouais. Et après, le coup du hasard, vraiment, fait que j'ai géré un contrat avec Sony que j'avais pour ma chaîne YouTube, où j'ai pu accueillir Patrick Fiori. Donc c'était ce deal que j'étais en train d'avoir en disant est-ce que ce serait cool d'avoir Patrick Fiori sur ma chaîne et tout. Le gars de chez Sony qui s'appelle Vivien m'a dit peut-être toi t'as des chansons à nous faire écouter en mode on te donne un peu de temps à nous en tant que maison de disques. Et là je vous dis j'étais toute seule, j'étais YouTube, pas trop chanteuse parce que j'avais un peu abandonné ce côté, j'étais plus comédienne mais un peu youtubeuse. C'était bizarre, mon statut était bizarre, j'avais envie de tout être mais j'avais l'impression qu'on me laissait pas exister en tant que telle. Et Vivien m'a proposé de faire écouter mes chansons et 3 jours plus tard il m'envoie un message, il me dit en fait j'ai tes chansons dans la tête, j'aimerais les faire écouter à une maison de disques. Et j'étais genre ok, je dois gérer ça toute seule. Genre, pour le coup, je suis pas capable du tout. Ouais. Et ce jour où j'ai rencontré des maisons de disques, ça a été vraiment de la chance, pour le coup, de la bonne rencontre au bon moment. Il y a une nana qui est en train de jouer un showcase, Vivien me demande de rester, et là, il y a une nana que je vois au fond, que je connais, et je la connais parce que c'est la manager de Céline Dion. Et du coup, je suis fan de Céline Dion, je sais qui est cette personne. Et je la vois qui me regarde, j'étais entourée par des gens de la maison de disques et tout. Elle traverse la pièce, elle me dit bonjour. Et elle dit, vous vous appelez comment ? Je fais Lola. Elle me dit, ok Lola, ce serait cool qu'on confronte nos 2 univers. J'aimerais bien savoir un peu plus sur vous, ce serait cool qu'on se rencontre. On se rencontre et c'est ma manager 1 an et demi plus tard. Oh my god. En gros, ça a été vraiment une rencontre. Elle m'a dit, en fait, j'ai vu que t'étais entourée par des gens de chez Sony qui, pas avaient un intérêt marketing pour toi, mais avaient juste de l'intérêt artistique pour ce que tu faisais. Et que toi, t'en faisais rien. Genre... t'étais pas du tout happée par c'est Sony. Elle a dit j'ai trouvé la démarche plutôt saine de t'es entourée par des gens de Sony et tu réagis pas trop. Et en fait et grâce à elle franchement
elle m'a remis dans les rails, elle m'a fait croire au fait de pouvoir être multiple, parce que elle gère plein d'autres gens, elle gère Dany Briand, Ariel Dombal, tu vois, qui est comédienne, qui est chanteuse. En fait, elle gère des personnalités comme ça. Et pour le coup, c'est pour ça que, quand même, je pense qu'il y a un petit facteur de travail très fort, un gros facteur de travail très fort, et dans ce facteur de travail, des rencontres qu'il faut tester. Tu vois, nous, on s'est testé 6 mois pour savoir si on s'aimait bien, quoi. C'est comme une phase de séduction dans un couple, en fait. Tu te testes 6 mois. Et moi, sans elle, franchement, je serais pas là où je suis maintenant, à l'aube de sortir mon album, à l'aube de plein de choses. Et trouver ces gens-là, c'est accorder ta confiance quand même à des moments, pouvoir être déçu et être down très longtemps, franchement, pouvoir pendant 1 an te sentir un peu naze, mais dès que tu retrouves quelqu'un qui te donne de l'énergie, je trouve que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais dès que tu sens que quelqu'un est aussi porteur de ton projet que toi, tu te dis putain, c'est cool, quoi. Ça te redonne la motivation et la confiance. Vraiment. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est au final, t'as réussi à accepter ta multiplicité parce qu'on t'a dit que tu pouvais l'accepter. Tu vois, c'est la confiance des autres qui est un peu rejaillie en toi. Ah mais grave, parce que c'est aussi mon histoire personnelle, tu vois, qui est reflétée là-dedans. J'ai pas mal subi le harcèlement scolaire. En fait, on m'a pendant longtemps pas interdit, mais un peu empêché d'être à 100% ce que j'étais, parce que si je le montrais trop, en fait, moi, c'était visible la manière dont j'étais. On me critiquait parce que j'étais grosse. Donc moi, j'ai voulu le cacher avec des vêtements très amples. Et en fait, je m'interdisais de pouvoir choisir mes vêtements. Je choisissais mes vêtements en fonction de mon poids. Ce qui est horrible. Du coup, ce qui fait que ça rejaillit. Évidemment, ça rejaillit plus tard sur ma relation avec les gens, qui est, est-ce que tu valides le fait que je puisse être multiple ? Maintenant, j'ai plus ce problème de validation, tu vois. J'ai beaucoup travaillé dessus. Et oui... Forcément, des moments, tu vois, tu te sens un peu imposteur, parce que quand t'es tout seul, le nez dans le caca, quoi, le nez dans le truc, tu te dis, oh là là, mais peut-être que je bosse pas assez et tout. Puis en fait, dès que j'en parle aux autres, bah en fait, moi, je me rends compte moi-même qu'effectivement, oui, je taffe comme une ouf. Mais t'as encore besoin, qu'on te le dise et que t'as le droit, quoi, un peu. Ouais, parce que c'est très compliqué dans ma vie d'ado et dans ma vie de jeune adulte, encore actuellement. J'ai 26 ans. C'est encore très compliqué pour moi de me détacher complètement de ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune. Parce que c'était tellement fort, violent, et ça a eu tellement d'impact que je me bats tous les jours contre des choses que j'ai construites moi-même avec les mots des autres. C'est de l'intériorisation de fou, quoi. Et comment tu penses... Est-ce que tu penses que tu aurais pu accepter pleinement qui t'étais et dans ta polyvalence sans cette validation ? En fait, si tu veux, j'ai toujours accepté, en fait, dans cette multifacette, il y a toujours un truc que j'ai accepté à 100%, c'est d'être connectée à la musique et de savoir que c'était l'histoire de ma vie et que ce serait ça mon plus grand amour, tu vois. Que même un mec à côté, l'histoire d'amour que je vivrais avec, ce sera toujours moins fort que ce que je ressens quand je chante. Je comprends. C'est vraiment un truc, pour moi, c'est... tout ce que je ressens, et quand je le chante, quand je vois l'impact que certains chanteurs ont eu sur ma vie, ou que certaines mélodies ont eu sur ma vie, ça peut paraître débile pour certains et je m'en tape, mais vraiment, je me dis tous les jours que ce que je fais le mieux de ma vie, c'est de chanter. Vraiment. Et ça, j'ai pas de problème sur cette facette-là. C'est plus sur ce qui en a découlé. Accepter d'être différente, c'est compliqué quand on te demande de ne pas l'être, en fait. C'est compliqué quand on ne te propose pas d'être multiple. Comme tu l'as dit, dès notre plus jeune âge, tu vois, on nous dit forcément qu'il faut choisir entre L, E, S. Moi, déjà, je savais pas quoi choisir entre L et E, S. J'ai toujours été le cul entre deux chaises, tu vois. Et je dirais que je cherche la validation sur des trucs où j'ai aucune confiance en moi. Alors que, tu vois, la chanson, je cherche la validation vraiment de personne. En fait, je sais que je chante bien. Mais et ça me pose pas de soucis. Je connais pas tout ton parcours, mais je pense qu'en fait, on a besoin d'une validation extérieure quand on n'a pas encore fait ses preuves, entre guillemets. Ouais, grave. Tu vois, c'est et clair. que, en fait, par le chant, on en reparlera parce qu'en fait, c'est super drôle. On a respecté aucune chronologie, mais je trouve ça génial. Ouais, moi, mais, des fois, je peux être un peu floue et je suis désolée, mais si vous avez des questions, vous m'enverrez un MP. Ouais, c'est clair. Et puis au pire, je sens qu'on va retracer dans tous les cas. Mais je crois qu'à 15 ans, t'as fait Incroyable Talent. Ouais, c'est ça. Et donc, tu vois, c'est con, mais déjà, du coup, à un jeune âge,
en fait, tu t'es accompli dans la chanson et donc t'as un peu acquis ta légitimité. Ouais. Et c'est vrai que moi, je remarque que ma confiance en moi, elle est... Alors, bon, c'est très différent, mais il y a plein de trucs en plus que j'ai envie de dire par rapport à ce que t'as dit, mais tu vois, vas-y, en tant que femme, on nous fait un peu croire que la confiance en nous viendra de notre physique. Parce qu'on nous fait croire qu'on existe de par notre apparence physique. Donc, en tant qu'ado, femme, 99% des filles vont chercher cette confiance en nous dans notre apparence. Donc, nous maquiller, essayer de ressembler à telle personne, enfin voilà, des standards de beauté hyper uniformes, etc. Et quand on se rend compte qu'en fait, c'est pas là où on va le trouver, et tout le monde ne se rend pas compte. Moi, j'ai des messages de filles de 50 ans qui m'écrivent, tu vois, qui sont pas encore bien dans leur peau. Moi, j'ai eu la chance de me rendre compte assez rapidement, tu vois, que c'est pas là où je trouverai la confiance en moi, mais c'est par l'accomplissement, par l'épanouissement, et donc faire ce que j'aime, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que du coup, des projets que j'ai pu mener, et de voir que ça peut marcher et que je m'épanouis et que voilà, et ben en fait tu gagnes confiance en toi. Et ça a été une découverte assez incroyable. Ouais, c'est clair. C'est marrant parce que ce que tu dis justement sur t'accomplir en tant que femme et tout, moi j'étais l'opposé de la féminité pendant un long moment, et encore maintenant j'ai des femininity issues, on va dire. Genre il y a des moments où je me sens pas du tout féminine, mais parce qu'en fait j'ai tout fait plus tard. Tu vois, dans le maquillage par exemple, j'ai commencé à mettre juste un trait de crayon noir et du mascara quand j'ai passé mon bac. Avant, je m'étais jamais maquillée, mais parce que, tu vois, dans ma famille, on est toutes comme ça. C'est mes modèles de féminité. La féminité n'est jamais passée par la beauté physique, comment te mettre en valeur. Ouais. Nous, ça a toujours été... on est 4 filles, donc moi j'ai 3 sœurs, et j'ai ma maman et mon papa qui sont encore ensemble. Le modèle de féminité de ma mère est très différent des modèles de féminité que mes potes ont pu avoir, parce que moi, ma maman, elle est enrobée, que les mamans de certaines de mes copines étaient très fines, se maquillaient beaucoup. Moi, ma mère, c'était l'inverse, tu vois. Et du coup, avec mes sœurs, on s'est toujours réfugiés plus dans nos personnalités, tu vois. Trouver l'épanouissement dans la répartie, trouver l'épanouissement dans moi, la musique. Tu vois, ça a toujours été plus une recherche interne que d'une recherche externe. Bah, ce que je trouve beaucoup plus sain, au final. Hein, je sais pas si c'est sain, parce qu'au final, tu vois... Enfin, oui, je suis alors à 100% d'accord, je pense que c'est sain, et je suis contente d'avoir été élevée comme ça, et je changerai jamais la manière dont j'ai été éduquée pour ça. C'est juste que du coup, ça crée plus tard, tu vois, là où t'as des filles qui te disent... ouais, c'est vrai que je me suis grave épanouie dans mon physique, et que maintenant je me rends compte que je me suis peut-être un peu délaissée intérieurement. Moi, ayant fait l'inverse, je te dirais que maintenant je suis en reconquête de m'aimer physiquement, parce qu'on m'a tellement trashée, et du coup il y avait tellement personnes qui allaient contre ça en me disant mais non, t'es mignonne, ou non, t'es jolie, machin, que je suis en conquête de me trouver jolie. Ouais. Tu vois, je pense en fait c'est juste 2 chemins de vie très différents qui au final apportent... en fait, il faut trouver la bonne balance entre les deux. C'est que moi, tu vois, la balance où je me sens le plus épanouie, c'est quand je peux parler. Je me sens bien quand je parle en public. Je suis jamais en difficulté, même sur n'importe quel thème. Tu vois, je pense comme toi, on a du bagou, quoi. On sait se servir de la parole, de l'oral, quoi. Quand je chante, même topo, je suis hyper à l'aise. Mais dès qu'il y a un carcan, dès qu'il y a un truc où je suis plus libre, je panique, je suis plus dedans, et je pense à mon physique. Je pense je suis plus capable de faire le truc. En plus, je suis chum. Tu vois, c'est vraiment, je panique d'un coup, quoi. Du coup, moi, je suis vraiment dans cette période de conquête, de me sentir bien dedans, et de pouvoir me dire que je me sens jolie. Je comprends tout à fait. Moi, mon seul questionnement, et j'ai pas encore... j'ai un avis défini sur pas mal de questions féministes, mais sur l'apparence physique, là, je finis Sorcière de Mona Chollet, et après j'attaque Beauté Fatale, qui parle exactement de ça. Donc, je sais de quoi ça parle, mais j'ai pas encore lu tout le livre, donc je pense que je pourrais peut-être donner mon avis après. Mais c'est aussi qu'on nous fait croire qu'il y a une définition de la beauté, tu vois. Ouais. Et je sais pas si tu continues à te dire « j'ai besoin de me trouver jolie », t'y arriveras, en fait, tu vois. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est en me détachant de ce qu'on attendait de moi physiquement, et du fait que, voilà, tu vois, en plus j'ai une sœur jumelle, donc on se comparait, je me suis énormément comparée à elle et tout, et c'est plus
en me disant, au final, ton apparence physique, ça définit quoi ? 1% de qui tu es. Donc, en fait, stop giving shit about it, tu vois. Après, je pense que c'est important, t'as raison. Il faut pas non plus se repousser. Mais je pense que il faut surtout se détacher de la primordialité qu'on a imposée aux femmes sur... je pense pas que les mecs, ils passent plus de 1 heure par jour à penser à leur apparence physique. Alors, non, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le passent. Je pense que, tu vois, moi, par exemple, je fais un métier d'image où on me voit beaucoup, etc. Je supporte complètement, par exemple, de me montrer pas maquillée. Tu vois, là, je suis avec toi... Je me suis pas maquillée en arrivant, je m'en fous en fait. Vraiment, c'est voilà, moi c'est pas un truc qui me dérange particulièrement. Après, il y a un truc où on nous a beaucoup dit, et moi je suis profondément féministe, vraiment. Tu vois, je vais jamais lutter contre mes droits, bien au contraire. C'est juste que il y a un truc que je pense profondément, c'est que notre histoire fait qui on est, et que on pourra lire tous les livres qui parleront de la beauté et de la conception de la beauté dans la société. Moi, il y a plein de visions avec lesquelles je pourrais ne pas être d'accord. Pour moi, me sentir belle, c'est pas me sentir belle aux yeux des autres. C'est me trouver jolie moi. Arrêter, quand je me regarde dans la glace, de dire « Putain, mes joues sont grosses ». En fait, c'est arrêter d'être sévère avec soi-même. Et moi, je trouve qu'avoir un avis positif sur soi, c'est dégager du positif. C'est pas du tout une question de beauté, hein. C'est pas genre est-ce que je corresponds aux normes, c'est de me dire que de toute façon mes joues je vis avec, elles sont là, elles existent. À quoi ça sert de lutter contre elles en fait? C'est plutôt, tu vois, un principe interne qui va me faire dire mes bourrelets ils peuvent pas disparaître comme ça, tu vois. Donc en fait il faut que j'apprenne à vivre avec, à me mettre en valeur moi comme j'aime. Et tu vois, récemment je m'étais dit ok, je mettrai jamais de pantalon taille haute et je rentrerai jamais mon t-shirt dans mon pantalon parce que je trouve qu'on voit trop mon bide. Mais ça, c'est la vision que les autres ont de moi. Ouais, c'est ça. Et en fait, mon travail à moi, c'est de me consacrer à ce que moi, je trouve joli avec moi. Et d'apprécier ce qu'on a déprécié chez moi pendant un long moment. On m'a tellement fait croire que j'étais moche, que j'étais grosse et que j'étais trop grosse, que maintenant, j'apprends à aimer ces formes-là. Je dis pas que je vais les accentuer, je fais ce que je veux avec mon corps, en fait. Ouais, c'est mon choix. Mais vois. Donc, c'est pour ça qu'en t'écoutant, j'ai quand même l'impression que, tu vois, t'as déjà fait une bonne partie de ce travail. C'est en cours, tu vois. Mais j'ai 26 ans, tu vois, je peux pas dire que c'est terminé, parce que c'est trop rude. Parce que demain, je tombe enceinte, j'ai envie, moi, d'être maman. Et si je suis pas maman en tombant enceinte, j'aimerais adopter, tu vois, j'aimerais trouver un moyen juste de transmettre. Et je veux pas du tout foutre la pression à qui que ce soit sur ce podcast, parce que c'est vraiment le choix de chacun. Tu vois, j'en discutais avec des copines hier, et vraiment, j'ai une copine, tu vois, qui veut pas du tout d'enfant. Ou en tout cas pas avec la personne avec qui elle est actuellement. Enfin, moi, je m'en tape, c'est sa vie, tu vois. Pas grave. Et je suis pas du tout dans le jugement, je m'en fous. Moi, j'aimerais être maman, parce que ma maman, c'était trop... Enfin, elle m'a montré que avec nous, ça avait été cool d'être maman. Et je me dis, ah bah, tu vois, j'ai envie de donner un ticket à cette expérience-là, ça peut être sympa. Peut-être je vais détester, peut-être je vais être la pire maman du monde. On rembobine. Mais j'ai envie de tester. Et je sais plus pourquoi je te disais ça. Bah parce que je te disais, je pense que t'as accompli déjà un certain mais tu vois, si je me disais demain, je tombe enceinte, ça va être une reconquête de mon corps, évidemment. Je pense qu'en fait, on est en perpétuelle quête de ce... Moi, en tout cas, ma quête perpétuelle, c'est d'essayer d'être le moins sévère possible avec moi et avec des choses qui ne sont pas de mon fait. Tu vois, quand on me dit que je suis grosse, on me le dit encore dans la rue, hein, vraiment, ça arrive, etc. Ça rend fou. Ça me rend dingue. Moi, franchement, j'ai le seum qu'on le fasse pas devant moi, parce que je demande qu'une chose, c'est de m'exprimer à ce sujet-là. Tu vois. Mais en fait, c'est de confronter les gens à leur grossophobie. Ouais, mais alors, vraiment, ça m'est arrivé dans des bars récemment. Devant des copines et mes copines étaient tellement, parce que moi je leur avais dit que ça m'arrivait, genre dans le métro, etc. On me regarde, machin, alors que je suis pas même si j'étais obèse, même si j'étais en obésité morbide, ça ne regarde personne en fait, vraiment ça ne regarde personne. Les gens ont un jugement parce que c'est différent, donc si tu veux, je suis sévère avec eux, mais dès qu'ils l'expriment devant moi de façon agressive, je leur réponds et j'ai tapé. Ah ok, c'est bien. Non, vraiment, j'ai tapé, je le dis, c'est pas bien, faut jamais répondre par la violence. Et j'ai toutes mes copines qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte, tu pourrais te faire planter, j'en ai rien à battre. En fait, c'est ma défense. C'est pas, je demande à personne de me défendre. En fait, là, on m'attaque moi sur un sujet. Et moi, presque, je le prends, je
Je serais d'accord que mes copines interviennent. Par contre, c'est moi qui dois faire plus mal que ce qu'on m'a fait. Et je veux que le mec comprenne. Tu vois, par exemple, il y a un mec dans un bar. J'étais avec donc 2 copines. Et mes copines étaient tellement choquées de la situation qu'elles n'ont même pas pensé à réagir, en fait. Parce que c'est étonnant. T'es en train de t'amuser avec ta pote. Tu danses dans un bar. Le mec, je commande une Corona au bar. Il était 2h du matin. Et je n'étais pas sous. C'est vraiment un truc à dire. C'est que je n'étais pas sous. On venait d'arriver dans ce bar. Aucun alcool dans mon sang. Et ce mec, je commence à lui parler, hyper sympathique. On commence à papoter, machin, aucune drague. C'était vraiment, on est au bar tous les deux, on discute, on connecte. Et d'un coup, le serveur, donc ma pote commande, le serveur me tend ma Corona et le mec m'insulte. Voilà. Ça, je n'ai pas compris cette situation. Quoi. Bipolarité totale. Complètement sous, le gars. Enfin, pas complètement, mais un peu sous. Et le mec me dit, vas-y, ta gueule, sale grosse. Comme ça, un virement de situation. Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai lâché la Corona. Je l'ai donc pris par le col, plaqué contre le mur, et j'ai fait... Répète. J'attends. Voilà, j'ai juste dit répète. Ouais. Il a dit, mais non, je l'ai déjà dit. Je fais, bah, répète. Dis-le-moi dans les yeux, en fait. Parce que là, tu le dis derrière moi, dis-le-moi dans les yeux. Ça a été long, un peu laborieux, et au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je pense que j'arriverai pas à te faire entendre raison. La seule chose que j'ai envie de te dire, c'est que j'espère juste que autour de toi, tu n'as pas de sœur, que tu n'as plus de maman, que tu n'as pas d'amis proches de toi, que tu n'as pas de copine, et que tu n'auras jamais de fille. Et je dis parce qu'en fait, là, la manière dont moi tu me vois, ça peut être la manière dont d'autres gens vont voir tes potes. Et ce que t'es en train de faire, de m'insulter moi, t'insultes toutes mes copines, t'insultes toutes tes sœurs, t'insultes toutes les personnes qui un jour... Vraiment, m'insulter moi de grosse, c'est insulter tout le monde, en fait. Et c'est ne respecter personne. Et le mec, j'ai eu un débat avec lui. Il a arrêté. Un autre gars m'a traité comme ça dans la rue. Il n'a pas compris. C'est parti, je lui ai foutu une droite. Au bout d'un moment, quand tu ne... Enfin, je l'ai dit à personne, non, mais c'est pas bien la violence. Mais au bout d'un moment, quand les gens pensent que c'est qu'ils existent, d'insulter, c'est ok d'insulter et qu'ils existent plus fort que toi grâce à ça, bah moi je vais te montrer que j'existe plus fort. Et en fait, toute ta vie, tu vas te souvenir que t'as été humilié par une meuf qui est grosse, en fait. C'est clair. Et tu vas fermer ta gueule. En fait, moi, ce qui me dépasse, c'est en fait, du coup, c'est dans leur tête, ils valent mieux que toi. Ouais. Et c'est hyper humiliant. Mais en fait, je comprends pas cette histoire de hiérarchie des corps. Et c'est, en plus, tu disais, ils t'insultent parce que t'es différente. Mais t'es pas différente, en fait. Non, mais moi, non, mais parce que différent on t'a fait croire que t'étais différente. Ouais. Mais en fait, tu l'es pas. Il y a pas de normalité. Il y a des standards. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est juste que c'est encore très compliqué quand on n'a pas ton éveil au corps, quand on n'a pas ton éveil au féminisme, quand on n'a pas ton éveil à une nouvelle société. C'est très compliqué de faire entendre aux gens que être gros, c'est pas être différent. En fait, si, fondamentalement, on est tous différents, tu vois. On est tous différents, et la différence n'est pas égale à la normalité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est on est tous normaux, mais on a des différences, ne serait-ce que notre personnalité. Tu vois, toi et moi, on est différentes. Par contre, on est normal, et on est dans notre singularité, toutes les deux, quoi. Ouais, c'est clair. C'est compliqué de faire entendre qu'il y a des gens qui veulent te faire croire que t'es quelque chose par laquelle Enfin, moi, je me définis pas grosse, quoi. Moi, je me définis plutôt sympa, je me définis plutôt bonne vivante, je me définis plutôt... drôle, intelligente, curieuse. Voilà, curieuse. J'ai plein de défauts, je suis agressive, impulsive, preuve, je frappe des mecs qui m'insultent. J'ai 15 ans dans ma tête, je suis pas finie. Tu vois, je suis pas finie totalement. Et tant mieux. Et tant mieux, voilà. Mais c'est que je comprends ce que tu dis dans la standardisation des corps, etc. Mais... ce que je reproche aux gens, c'est de ne pas avoir la curiosité de cet éveil-là. Et en fait, ils n'ont pas cet éveil de curiosité parce qu'autour d'eux, ils se laissent pas la chance d'être séduits par autre chose. Ouais, en fait, pour moi, il faut lutter contre ces standards, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est un problème de représentation. Ouais, et c'est pour ça que, je trouve que les réseaux sociaux, c'est quand même une chance de malade. C'est parce que on a vu cette différence, en fait. On a vu que, tu vois, dans les médias, il y avait un peu... C'est les médias qui avaient la main mise sur ce qu'ils voulaient nous montrer et sur les idéaux qu'ils voulaient transmettre. Ouais. Et les réseaux, même des icônes comme Beyoncé, qui c'est con, mais elle était plus ronde que les autres. Il y a une diversité qui n'était pas représentée avant. Ah, je suis... Et je pense que ça peut faire bouger les choses, mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas suffisant, tu vois. Non, parce que ces mecs-là, ils ont accès, tu vois, aux réseaux sociaux. Et je sais pas, je sais pourquoi. C'est parce que, bien sûr, on n'a pas encore fait assez d'éducation, tu vois, sur le sujet. Par exemple, la grossophobie, personne n'en parle. En fait, personne n'en parle parce que c'est... Moi, en fait, j'ai un avis très particulier sur la grossophobie.
En fait, je vois que, tu vois, sur Twitter, il y a des meufs qui défendent le mot grosse, qui disent que c'est ce qui les définit et c'est pas une insulte. Je suis d'accord, c'est pas une insulte du tout. C'est un adjectif qualificatif comme un autre. Par contre, je ne supporte pas qu'on me dise que je sois grosse. En fait, c'est juste, moi je peux le dire. Si j'ai envie, je me définis comme ça. Par contre, jamais le mot grosse, dans la société actuelle, en 2020, et pendant encore quelques années, jamais le mot grosse ne sera positif, en fait. Et enfin, faut le rendre positif, c'est un travail de tous les jours, mais je ne peux pas considérer que quelqu'un puisse me dire que je suis grosse, parce que ça ne le regarde pas. Comme, par exemple, je te dirais pas, putain, t'es mince. J'en ai rien à battre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je supporte pas qu'on dise oui, mais faut arrêter de dire que c'est une insulte. Non, c'est une insulte. Moi, putain, dans la rue, on me le dit. Sur les réseaux sociaux, on me le dit. Et c'est jamais bienveillant, quoi. Et c'est jamais bienveillant. Mais en plus, ce que je trouve absurde, c'est que c'est par rapport à qui ? En fait, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. T'es mince par rapport à d'autres. Enfin, en fait, tu vois, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je te dis qu'il faut trouver d'autres qualificatifs ou arrêter juste de qualifier les gens par leur poids. Faut arrêter de qualifier les gens, moi, je pense. Tout simplement. Blanc et noir, on le fait plus. Non. Et peut-être qu'il y a 60 ans, ça paraissait incroyable. Blanc et noir, en fait, le problème est qu'on le fait encore. Oui, c'est vrai. Tu vois ce qui se passe, mais pour les gens sensés, avec les Black Lives Matter et tout, je suis ravie que ça se passe en ce moment, que les gens moi je vois des copains influenceurs à moi qui ont donc la peau blanche, qui prennent la parole sur des sujets de Black Lives Matter. Bah, excusez-moi, mais moi je trouve que c'est cool, quoi. Sinon en fait on peut avancer, c'est comme le féminisme, hein. Si les hommes n'en parlent pas, c'est ça, on n'avancera jamais. Donc c'est un sujet qui est touchy dans le sens où moi j'ai pas envie justement je n'ai jamais défini quelqu'un par sa couleur de peau. Autour de moi, tu vois, j'ai des potes qui sont d'origine asiatique, enfin tu vois, autour de moi j'ai beaucoup de gens qui viennent de diversité. Tout comme, tu vois, moi, je viens d'une famille qui est italienne. Enfin, je veux dire, ce serait horrible de me définir en tant juste qu'italienne. Tu n'es pas que tes origines. Tout comme tu n'es pas que ton physique, tout comme tu n'es pas que ta personnalité. Tu vois, quand t'as un pote qui est radin, bah c'est quand même ton pote. Tu dis pas, oui, c'est Mickaël, mon pote radin. Tu vois, c'est Mickaël. C'est Mickaël. Mais moi, tu vois, j'ai encore, tu vois, sur ce truc de grossophobie, etc. Au même titre, j'ai un copain qui s'appelle Romain Costa. On parle beaucoup de la lutte LGBT avec lui parce qu'il est très très engagé. Il a un compte qui s'appelle James Dean qui justement met en avant les couples LGBT et plus. Et je trouve que c'est important de dire aux gens que cet amour-là existe. Et je trouve ça super qu'il ait ce réseau. Et en fait, on en parlait parce que il me disait que souvent il y a des gens qui disaient ouais bah ça Romain c'est mon pote gay, comme si ce qui se passait dans ton lit était un qualificatif de te rendre sympa ou de te rendre un peu peste ou machin. En fait moi maintenant je me suis rendu compte que je l'ai fait à un moment, franchement j'ai dû dire Romain, c'est mon pote qui est gay. En fait on s'en tape vraiment ce qui se passe dans son lit, qui tape des meufs, des mecs, enfin vraiment je m'en fous en fait. Et du coup maintenant j'arrête vraiment de le faire. Ça fait plusieurs années et depuis qu'il m'en a parlé aussi, je prends encore plus conscience de ça. Tu dis pas c'est Lola ma pote grosse, tu dis pas c'est Louise ma pote mince, tu dis pas en fait c'est pour ça que qualifier les gens c'est les ranger. Et s'il vous plaît arrêtez d'être ordonnés, quoi. En fait c'est juste ça. Limite ordonné ça sonne positif. En fait c'est juste arrêter d'être maniaque. Enfin, tu vois, arrêter d'être maniaque, c'est ça. C'est une tare en fait. Et c'est juste tu vois, on parlait de comment on se sent par rapport aux autres. Moi, j'ai l'impression de devoir exister plus fort parce que je suis grosse. Donc de faire plus de bruit, En fait, on a tellement voulu me faire taire là-dessus que j'ai envie de montrer que c'est possible d'exister avec mon poids, ma taille, mes lunettes, parce que aussi avoir des lunettes, c'est pas commun. C'est un truc, tu vois pas beaucoup de gens à la télé, quoi. En tout cas, pas beaucoup de filles à la télé qui ont des lunettes. J'ai envie de me prouver que ça existe et que tu seras pas forcément la bonne pote. Enfin, moi, je suis peut-être la bonne pote sympa, parce que dans la vie, j'espère être la bonne pote sympa, mais je m'en fous, même si je le suis pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis ce que je suis, quoi, mais tu vois, Valérie Damido, par exemple, moi, quand elle est arrivée à la télé, ça m'a fait vachement de bien. Je me suis dit, c'est cool, tu peux être une femme de caractère, avoir des formes, être grosse, avoir une grosse poitrine et exister, quoi. Et juste cette possibilité-là, je me suis dit, ok, et moi, je reçois des messages tous les jours qui me disent, tu vois, quand je m'étais publiée en maillot de bain, la première fois que je me suis publiée en maillot de bain sur Insta, j'avais reçu des messages genre qu'est-ce que t'es courageuse et tout, parce que j'avais mis un message en ce sens. J'ai dit en fait moi je voulais pas mettre en maillot de bain, mais j'ai vu d'autres copines qui l'ont fait et en fait là je passe un très bon moment
j'ai envie de vous montrer que je passe un bon moment, ça passe par le fait que je suis en maillot de bain, parce qu'à Las Vegas, je suis constamment le cul nu en maillot de bain. Donc, je vous montre ça, même si j'ai un peu peur. Ouais. Même si j'ai un peu peur de le faire. Et donc là, j'avais eu des messages, t'es courageuse et tout. Donc, bon, en ce sens-là, j'ai trouvé que ça me faisait plaisir. Une deuxième fois, je me suis mis en maillot de bain. Et là, les gens ont continué. T'es courageuse. Qu'est-ce que c'est fou de te montrer comme ça. Et je te parle de grosses influenceuses qui m'ont envoyé des messages de courage. Ouais. Là, j'ai commencé à me dire, il y a un problème quand même, tu vois, il y a un problème de la représentation des corps sur Instagram. Et très récemment, cet été, je me suis publiée en photo. Je passais un trop bon moment avec ma famille. On était au bord de la mer et tout. Et en fait, j'ai fait un shooting avec ma famille. Genre, chacun, je leur ai pris des petites photos en portrait, ou des photos de famille, machin. Et du coup, ma sœur a fait, mais vas-y, tu prends tout le temps les gens en photo, viens, je te prends en photo. Et du coup, j'ai posé en mode, tu sais, pin-up, un peu, c'était archi drôle. Et j'aimais trop mon maillot de bain. Du coup, je l'ai publié sur Insta en mode, je sais pas, genre, je passe un bon moment, machin, un truc comme ça. Et j'ai encore eu des messages de soutien. Genre, oh là là, qu'est-ce que t'es courageuse de te montrer comme ça et tout. C'est dingue. Et en fait, je peux pas reprocher Enfin, si tu veux, en un sens, je trouve ça dégueulasse. Et dans un autre sens, je peux pas reprocher à des gens de se dire que c'est courageux, parce que ça ne l'est pas, mais eux ne le feraient pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on le dirait jamais. Merci. Je vais de l'eau parce que j'étais en train de mourir. et eux ne le feraient pas forcément. Et quand j'ai reçu ces messages-là, j'étais à la fois choquée, parce que c'est ce que j'ai dit sur Insta. J'avais réagi dans une story en disant ne me dites pas qu'avoir mon corps, c'est faire preuve de courage, parce que j'ai l'impression de devoir lutter en permanence contre moi. Ça voudrait dire que c'est plus horrible de vivre dans mon corps que de vivre dans le corps d'une fille mince. C'est pas vrai. C'est pas horrible de vivre dans mon corps. C'est pas horrible, mais enfin là on en vient à une autre question, et j'adore parce que c'est un épisode hyper sociologique, mais il y a quand même une sorte de privilège dont on parle pas non plus assez en France, et je suis grave en train de me renseigner sur la question. Moi j'ai compris que c'était un problème quand j'ai reconnu que le fait d'être blanc c'était un privilège dans une de mes vidéos, et que j'ai eu des commentaires genre ouais, pour qui tu te prends à dire que c'est un privilège d'être blanche. C'est hyper mal interprété en fait. Ouais. Au contraire, en fait, reconnaître un privilège, c'est réaliser qu'il y a d'autres gens qui faut soutenir, tu vois. Quand on voit typiquement en ce moment les prises de parole qui sont là sur les Black Lives Matter, où tu vois que t'as Beyoncé qui prend la parole, et comme je t'ai dit, t'as Antonin qui est un youtubeur qui prend la parole dessus aussi, et qui dit effectivement c'est vrai que, enfin je veux pas déformer ses propos, mais il dit c'est vrai que je me rendais pas compte que avoir la peau blanche en France c'est un privilège comparé à d'autres gens qui sont moi je me suis jamais fait contrôler par la police, et j'ai des amis qui ont un teint de peau plus foncé et qui se sont fait contrôler 3 fois déjà dans leur vie, quoi. Et il dit, et j'ai 20 ans. Ouais, mais donc c'est aujourd'hui en France c'est un privilège d'être mince. Ouais. Donc là où tu vois tu es légitime pour moi quand même à le dire, c'est si, et ça ne devrait pas, mais c'est plus difficile de vivre pour toi dans cette société. T'en parlais, genre tu disais que t'étais trop moche pour la télé. C'est plutôt exister. C'est dur d'exister, parce que vivre, c'est possible de vivre. Oui, voilà, toi tu le vis. Mais tu vois, on le vit, je pense, on vit tous les deux notre vie très bien. Ouais. Mais il y a le fait est que, d'après ce que tu me dis, à la télé, on va mettre plus en avant des femmes minces. Enfin, de toute façon, je le vois, tu vois, c'est même pas à toi de me le dire, on voit plus de blanches, on voit plus d'hétéros. Enfin, voilà, c'est juste un problème de représentation. Et franchement, c'est vrai que je me demande ce qui se passe encore dans leur tête quand ils se disent. Tu vois, est-ce que t'as parlé avec Valérie Damido, tu vois, est-ce qu'elle avait galéré à moi je l'ai remerciée en fait. C'est con, hein, parce que en fait moi on me compare beaucoup à elle. Genre sur les réseaux on pense que c'est souvent ma mère. Il y en a certains, un peu quoi, mais bon. Mais il y en a certains c'est bienveillant, d'autres ça ne l'est pas du tout. Et je pense que elle se prend des cartons d'insultes en permanence sur sa corpulence, sur sa façon d'être, etc. Et j'ai pu en discuter avec elle. Elle m'a invitée sur sa chaîne YouTube, qui est super d'ailleurs, foncez. Mais et en fait en discutant vraiment très rapidement avec elle, elle a dit que ça lui faisait plaisir d'avoir ce genre de retour. Elle m'a dit, je lui ai dit sur sa vidéo, il y a un petit extrait, je lui dis moi je voulais juste te remercier d'avoir existé à la télé, parce que tu m'as montré que c'était possible. Et elle m'a juste dit, ça me touche vachement, parce que je pense qu'elle en a chié en fait à s'imposer. Et moi, maintenant peut-être que il y a sûrement plein de gens qui m'ont écouté ce podcast qui me connaissaient pas. Maintenant, dites-vous qu'à chaque fois que je suis à la télé, c'est une victoire pour moi. Vraiment. Et pour beaucoup d'autres femmes. Sûrement pour d'autres femmes. En tout cas, je le fais principalement parce que moi, ça me prouve que je peux exister. Et du coup, je reçois des messages en ce sens aussi des fois qui me remercient, ça me fait plaisir, ou des fois qui me boostent, tu vois. Et ça peut venir de filles minces, ça peut venir de filles qui sont un peu plus grosses. Je m'en fous en fait de qui ça vient. C'est pas parce que la fille elle sera mince et qu'elle me dit putain merci d'être à la télé que je vais trouver que c'est un moins bon compliment que si c'était une fille qui a plus, tu vois, de corpulence. En fait, une fille plutôt mince peut me dire
putain, merci de te montrer en maillot de bain, je le prendrais aussi bien que si c'est une fille qui subit la grossophobie, quoi. Mais ça c'est cool, enfin, et je tiens quand même à le signaler parce que je sais que d'autres créatrices de contenu qui prennent la parole sur le body positivisme et qui sont plus rondes que moi ont parfois, et je peux pas leur en vouloir parce qu'encore une fois je suis pas dans leur corps, donc je sais pas ce que c'est, et je pense que voilà, c'est plus difficile que de vivre dans le mien, mais n'apprécient pas en fait que nous on prenne la parole sur le body positivisme parce qu'en fait elles se disent tu sais pas de quoi tu parles, tu vois. Je comprends. Et je comprends leur position. Ouais, en fait moi je comprends leur position parce que, et en fait je pense qu'elles comprennent mal, enfin elles interprètent pas forcément le message que j'essaie de partager de la manière dont j'ai envie de le partager, parce que moi c'est plus dire voilà, je pense qu'en tant que femme on est toutes victimes de cette injonction de la minceur et d'un diktat. Moi je suis passée par les troubles alimentaires et j'en suis sortie, et en fait voilà, c'est pas, il y a pas que être ronde qui est difficile, il y a aussi être anorexique, il y a aussi être boulimique, il y a aussi même avoir un corps normal, et juste tu vois, c'est con, mais il y a une très bonne amie d'elle qui... mais exactement, enfin j'ai une très bonne amie qui est assez connue sur les réseaux, donc je la citerai pas, mais qui est extrêmement bien foutue, genre dans les codes de la société, tu peux pas trouver mieux, et qui se déteste physiquement. Et moi vraiment je lui parlais, je lui disais mais enfin en fait je lui disais mais j'ai tellement envie de t'aider parce qu'en fait moi aujourd'hui je suis tellement bien dans ma peau, et alors que c'est, encore une fois c'est clair, je suis pas grosse, je le dis, mais je faisais 10 kilos de moins il y a encore 2 ans, tu vois, et je pensais que c'était ça qui allait m'apporter le bonheur, alors que pas du tout, c'est que ça m'a pas rendu bien dans ma peau, tu vois. C'est dans ton référentiel de ton corps et de ta perception de toi, t'es arrivé à ce que t'avais envie d'être. Tu t'es pas aimé pendant un long moment, tu voulais être autre chose, tu t'es rendu compte que je l'ai été et que c'est pas ça qui m'a apporté le bonheur. C'est pas ça qui t'a apporté le bonheur. T'as fait un retour en arrière, et t'as trouvé ton équilibre. Et en fait pour moi, c'est vraiment intéressant le débat que t'as amené là, et surtout la phrase que t'as dit, c'est que le body positivisme, je savais même pas que c'est, moi je dis le body positif, tu vois, mais body positivisme, c'est très dur à dire. En fait, on lui a donné une définition. Je peux pas reprocher aux filles qui ont un corps différent du tien de dire que t'as pas le droit, entre gros guillemets. Vous l'avez pas vu, mais j'ai mis des guillemets. Mais en gros, je peux pas leur reprocher ça. Parce que moi, je l'ai reproché à une de mes copines. Voilà, je l'avoue, je l'ai reproché à une de mes copines. Je lui ai dit, en fait, tu ne peux pas dire... Enfin, comment dire ? Ce débat-là est très compliqué, et ça prend avec des pincettes, puisque moi je suis d'accord, toi t'as le droit de faire du body positif, tout le monde en fait a le droit de faire du body positif, je suis genre à 100% d'accord. Les adjectifs utilisés et les arguments utilisés pour sont là où est toute la nuance. En fait, je comprends qu'il y a des filles et des garçons qui sont dans des codes sociétaux qui sont au top et qui se sentent pas bien dans leur peau, et qui poussent aux gens, qui poussent les gens plutôt à plus s'aimer eux dans leur corps, eux dans leur style, eux dans leur tête, voilà. Après, pour tout ce qui est de l'appréciation des corps en général, le body positif, ça a été récupéré par des clans, on va dire, de gens, que ce soit des gens qui sont très 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 gros ou des gens très minces, et qui donnent le droit aux gens de se servir de ce terme ou pas. Et en fait, moi je pense qu'il faut trouver un terme plus générique pour parler de tout ça, et c'est ce que j'ai proposé à ma pote. J'ai dit en fait, pour moi le body positif c'est réservé, entre gros guillemets, c'est pas réservé, mais c'est pour certaines personnes c'est réservé aux plus gros, aux plus minces, et pour moi c'est juste apprécier son corps, aimer son corps. C'est une notion différente que d'être body positif. Body positif, c'est montrer des corps qui dérangent pour interloquer, pour interroger. Aimer les corps, c'est montrer plein de corps. Comme je t'ai dit pour Romain qui montre des baisers de gens qui sont LGBT+, c'est fait pour interroger, c'est fait pour montrer la normalité, en fait, que ces couples-là, ils existent. Body positif, pour moi, c'est ça, en fait. C'est pour ça que tout le monde peut l'utiliser, mais avec des pincettes. C'est que une meuf qui va être hyper gaulée, même si dans sa tête elle souffre vraiment, dans la société va moins souffrir que moi
qui montre mon corps. Et c'est là où la nuance est très fine, et c'est pour ça que je te rejoins. En fait, moi, je suis du même avis que toi. Tout le monde peut utiliser ce terme. Je pense simplement que la représentation et les arguments que tu mets dans ton post, c'est très très important, en fait. C'est clair, mais de toute façon, moi, c'est pour ça, et toutes les personnes qui écoutent ce podcast, je pense, le savent, c'est que je travaille beaucoup plus mes légendes que mes photos, parce que, en fait, moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est de faire passer un message. C'est ça. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et alors, moi, ma définition du body positive, c'était... de ne pas établir de hiérarchie entre les corps, en fait. Okay. Donc c'est pour ça que ce mouvement pour moi c'était vraiment décréter, en fait on est body positive, il n'y a pas un corps qui vaut mieux qu'un autre et tu ne vaux pas mieux parce que tu pèses plus ou moins. Alors que pour moi, tu vois, la définition de body positive, c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai problème de définition en fait de ce mot-là, c'est que pour moi le body positive c'est montrer des corps qui dérangent pour interroger et pour montrer qu'ils sont là. Comme, par exemple, Coucou les Girls a pu le faire à un moment. Pour moi, Coucou les Girls, ça démarchait les body positives. Peut-être qu'elle est pas d'accord. Dans ma définition, dans mon spectre, c'est ça. Après, il y a un terme, moi, que j'utilise de plus en plus, et j'avais écrit un article là-dessus, c'était body neutral, en fait. Moi, j'en suis à un stade... moi, j'en suis à un stade où je suis body neutral, où en fait, pour moi, body neutral, c'est juste arrêter d'émettre des jugements par rapport au corps et même arrêter de se soucier autant de son corps. Enfin, moi aujourd'hui je suis body neutral, je me considère même plus comme body positive, c'est juste une étiquette qu'on m'a donnée et ça me dérange pas parce que c'est quelque chose de positif, mais dans l'absolu, pourquoi je parle pas que de ça sur mon compte alors qu'il y a des gens peut-être qui aimeraient parce que ça les aide, mais parce qu'en fait je ne veux pas créer une autre obsession qui est celle du corps divers, mais en fait on te résume quand même à ton corps, quoi. Même quand tu fais du body positive, moi je préfère parler d'égalité des droits entre les hommes et les femmes, de représentation, d'entrepreneuriat, de bouffe, enfin tu vois, de plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que je suis vraiment comme toi à ce niveau-là, je peux pas rentrer dans une case et je déteste les étiquettes, donc je continuerai à en parler parce que je sais que ça aide des femmes, mais moi dans ma vie je suis body neutral en fait. Et c'est pour ça que je te dis, moi le terme body positive il me dérange. Dans le sens où, je dis pas que les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, n'ont pas le droit de l'utiliser, mais c'est que, je te dis, les arguments, le corps que tu as, etc., fait que ça a forcément un moment, et c'est marrant de le dire, mais plus de poids, ou moins de poids. C'est pour ça que je peux comprendre tes copines, en fait, si elles ont la même définition que moi, ça peut interloquer qu'une fille qui est dans leur spectre, encore une fois, c'est un truc très perso, correspond aux normes sociétales. Moi, je te dis, j'ai fait la réflexion à une de mes copines. Mais c'est tout à fait légitime. Je lui ai dit, c'est important de débattre, en fait. Je lui ai dit, moi, je peux pas tolérer que toi, tu dises que exposer ton corps sur une plage, c'est body positif. C'est pas body positif, c'est montrer qu'on peut aimer son corps. Et pour moi, le body positif, c'est plus, je te dis... moi, par exemple, sans le vouloir, vraiment, quand je publie une photo de moi en maillot de bain, c'est body positif, en fait. Alors malheureusement, c'est plus du self-love. Alors que l'autre, c'est du self-love, c'est montrer que malgré sa taille de pantalon, qui des fois a été une lutte, qui machin, qui truc, je m'aime comme ça, je peux me montrer en maillot de bain. Après, il y a peut-être des filles et des garçons qui écouteront ce podcast et qui seront pas d'accord avec ma vision. Moi, c'est plus que, je te dis, en le vivant au quotidien, en étant... en fait... en étant confrontée à ça, quand on me dit que je suis courageuse de me montrer en maillot de bain, non en fait, parce que j'existe comme ça et mon existence ne demande pas plus de courage qu'une existence d'une personne qui a des troubles alimentaires ou d'une autre personne qui a une peau métissée, enfin tu vois, mon existence ne demande pas de courage. Mon existence me demande d'être plus vigilante sur certaines luttes. Et moi, par exemple, je refuse d'être la porte-étendard des tailles 46. C'est un truc, je ne veux pas que ce soit un argument marketing, en fait. Jamais dans ma vie, je veux que mon corps... soit un quota, quoi. Soit un quota, deux, une définition, ou trois, la première chose à laquelle on pense quand on pense à moi, quoi. C'est pour ça que pendant un moment, je m'étais refusée de republier des photos de moi en maillot de bain parce qu'en fait j'en avais ras le cul que des pauvres magazines se disent que c'était super de dire Lola se montre en maillot de bain à ses abonnés. J'en ai rien à battre, putain, je suis en vacances les gars, je suis en vacances et mon corps en maillot de bain n'a pas moins ou plus de valeur que ton corps en maillot de bain ou que le corps d'une nana qui fait du 36. On va pas faire des articles sur des meufs qui ne, entre guillemets, qui ne questionnent pas. C'est pour ça que je te dis que moi j'ai des articles quand je suis en maillot de bain dans la presse et des meufs qui pourraient correspondre plus, ou des mecs qui pourraient plus correspondre à des normes sociétales, ce qui est débile, mais on est d'accord que ça existe encore, n'auront pas d'article. Ça veut dire que quand même, sur certains points, je peine à exister. Ou quand j'existe, c'est obligé d'exister avec de l'ampleur. Donc il faut juste, à un moment, moi j'ai pas envie que ça me définisse, mais par contre j'existe
j'existe comme je suis. Donc je peux pas non plus m'empêcher d'être comme ça. Ce qui fait que, tu vois, pendant un temps, ça a été une grosse lutte sur mon compte. Je me disais, ok, je vais pas dire que c'est du Asos Curve. Parce que j'en avais ras le cul que Asos dise que ce soit curve, Asos dise que ce soit tall, Asos dise que ce soit petite. J'en avais un peu ras le cul de ça, en fait. Et après, je me suis dit, en fait, c'est un passage obligé, quoi. Il y a un moment où Asos, on va se connecter, on va avoir un vêtement, on va nous mettre toutes les tailles. On va nous mettre toutes les hauteurs de fut qui existent, et on va nous mettre, tu vois, toutes les formes un peu différentes à adapter. Et on n'aura plus de curve, etc. Mais pour commencer à conscientiser, je pense que ça se dit, à conscientiser les gens, et à donner cette conscience-là aux gens qu'on existe par nos différences, et par ce qui nous rend uniques. Pour certains, ce qui les rend uniques, moi, par exemple, ce qui me rend unique, c'est ma personnalité, c'est aussi mon corps. Je suis pas faite comme toi, je suis pas faite comme plein d'autres gens, ce qui fait que je sais me mettre en valeur différemment, et que des matins, j'aime me maquiller, d'autres matins, j'aime pas me maquiller. Et c'est pas pour autant que je serai moins belle un jour où je suis maquillée ou pas maquillée. Tu t'écoutes, c'est tout, quoi. Ouais, en fait, je suis mon flow. Et c'est pareil, c'est un travail de tous les jours, tu vois, c'est un truc compliqué, mais... Et un jour, on arrêtera, et ce sera trop bien, de mettre Asos Tall, Asos Curve. Et maintenant, je dis, voilà, ce pantalon, je l'ai acheté sur Asos Curve. J'ose le dire. Avant, j'osais pas le dire. Maintenant, je m'en tape. Parce que j'ai acheté aussi des vêtements maternité. Voilà. Ouais. Et ça arrive, et ça m'arrivera encore. Ouais, c'est clair. Sans être maman. J'ai acheté des vêtements maternité par le confort, parce que des fois, il y a un vêtement qui me plaît, qui est pas à ma taille. Et du coup, je suis obligée d'aller chercher dans le rayon maternité. C'est hyper avilissant, en fait. J'en ai ras-le-bol. Il y avait des moments où je demandais le rayon grande taille chez H&M. Ils me disaient, c'est juste à côté du rayon maternité. Ah yes. Ouais, et en plus... La frontière est mince, du coup, c'est quoi Ouais, c'est clair. Et ce qui me désole aussi, c'est, pour être engagée beaucoup sur la mode responsable aussi, vu que je développe ma marque de lingerie éthique et inclusive, pour le coup, il n'y aura pas de je ne sais quoi curve, ce sera je ne sais quoi pour tout le monde et pour toutes les tailles. Mais j'ai réalisé, en fait, parce que du coup, je suis beaucoup de comptes de plein de femmes différentes, et donc j'ai remarqué que les filles que je suivais plus size, quoi, elles s'habillent vraiment qu'en fast fashion. Et j'étais là, mais merde, quoi, Fashion Nova Curve, Shein, enfin, c'est vraiment, quand on s'intéresse un peu à la mode responsable, c'est voilà, des marques qui respectent ni les travailleurs, ni la planète. Et en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est les seules marques qui, pour l'instant, les taillent. Moi, par exemple, je bosse avec Shein, je suis obligée, en fait. Et franchement, c'est pour ça que je me suis dit... Je suis pas obligée de bosser avec eux, je peux pas leur en vouloir, en fait. Je me suis dit, mais c'est... En fait, pourquoi est-ce qu'elles vont pas chez Balzac ? Parce que sûrement que Balzac, ils font pas leur taille, tu vois. Puis tu veux que je te dise un truc vraiment aussi qui peut être choquant, c'est que moi, il y a eu une grande période où je faisais plus les magasins. Parce que quand j'allais dans les magasins, on me proposait... en fait, quand on me proposait du L, ils me disaient ouais, mais en fait, c'est loose. Sauf que moi, ça m'allait pas loose. Ouais. Et un vendeur ou une vendeuse qui dit à quelqu'un d'essayer une taille qui doit être loose et que nous, ça nous va juste... c'est avilissant, c'est humiliant, en fait. Faut arrêter. Donc maintenant, il y a eu un temps où je trouve de temps en temps des vestes chez Sandro. C'est un peu mon investissement, parce que déjà c'est cher, et je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, mais je trouve ça beau. Mais par contre, c'est des vestes, tu vois, que je garde super longtemps. Et il y a une fois où je leur demande donc un XL en veste, elles m'ont fait elle se porte loose, donc... Et je me suis dit, ok, elles vont me gaver. Franchement, j'essaye la veste, et là, j'essaye la veste, et elle m'allait loose, et j'étais genre... donc c'est bien taillé. Et franchement, Sandro, pour le coup, sur les petites cliquettes, les robes et tout, ils sont nazes. Franchement, hein, ils sont vraiment, vraiment nazes. Sur les vestes, ça va. Donc, le seul magasin où je tolère d'aller, c'est Sandro. Parce que, dans certaines formes qui sont loose, je sais que moi, ça pourrait m'aller loose aussi. Mais... des magasins comme Promode avant qui allaient jusqu'au 46-48, et maintenant il faut plus qu'au 42 parce que ça vend pas assez. Des marques comme Camailleux, je pense que eux ils respectent encore, mais par contre c'est un style de mémère. Kiabi, ils font des styles différents, mais dès que tu sors des tailles de 44, et direct, tu te retrouves chez Jacqueline Rieu, bordel. Et c'est pas possible, j'ai 26 ans, je ne veux pas m'habiller en Jacqueline Rieu. Ma mère, elle achète toutes ses tuniques et ses vêtements plus de 150 € parce qu'elle achète des marques de créateurs qui font du plus size. Le problème, c'est que c'est pas encore démocratisé chez nous, mais je sais qu'aux États-Unis,
Il y a un site, putain, j'ai oublié le nom, mais je le rechercherai, je le mettrai dans la barre de description. Un site génial qui est hyper éthique, hyper transparent sur toute sa démarche et tout, qui va jusqu'au 58, je crois. Ouais. Et qui est beau, et qui est bien et tout. Mais en fait, ça varie. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Lisa Gachet, qui fait Make My Lemonade. Je m'habille chez elle souvent, parce qu'elle fait des robes qui peuvent aller jusqu'au 48, 50. Ouais. Et moi, Lisa, franchement, elle m'a donné plein de vêtements. Pour des press junkets, elle me prête des vêtements, tu me vois très souvent avec ses vestes. J'ai interviewé Céline Dion avec une de ses vestes, donc elle était trop contente. Je suis allée au Festival de Cannes avec un de ses trenchs. En fait, Lisa, c'est aussi une meuf que je peux remercier maintenant, parce que je peux avoir des beaux motifs, je peux être bien habillée, grâce à des créatrices comme elle. Et Lisa, c'est pas donné, mais c'est de la super qualité. Et c'est éthique. Et c'est éthique, ouais. Mais ça reste pas de la fast fashion, donc forcément t'achèteras ta robe 100, 150 balles et ça fait chier pour certaines qui n'ont pas l'argent. Là où chez Shein, forcément c'est et en fait moi le truc dont je rêverais, c'est que des marques comme Jennifer ou des trucs comme ça, même si c'est pas éthique, etc., disent aux meufs que c'est ok d'exister sans faire un L, que là, moi, je me suis pris la tête avec Bisbee. J'ai failli même leur foutre une plainte au cul parce que je trouve que c'est odieux, en fait, de faire ce qu'ils font. Ils ont envoyé une newsletter en disant « Enfin du loose en XL ». Et en gros, ils sont allés jusqu'à la taille XL pour que celles qui portent du L, qui correspond à M chez eux, puissent porter du loose. Pour eux, ce n'était même pas une taille, c'était une histoire de style, en fait. Ouais. Oh là là, c'est affligeant. Et je les ai défoncés. Sur les réseaux, je les ai défoncés. Et moi, je vais te dire une histoire qui va encore plus les défoncer, j'en ai rien à secouer. Mais ils m'avaient contacté à l'époque, ils m'ont dit on t'offre un bon d'achat de 200 € que tu pourras aussi offrir à un de tes abonnés avec qui tu iras faire du shopping. Je dis c'est cool quoi, enfin franchement 200 € de shopping pour un abonné, moi je m'en tape, mais lui ou elle sera trop saucé quoi. Ouais. Et du coup je fais juste avant, parce que moi c'est le truc un peu chiant, je suis obligée de demander les tailles jusqu'où ils vont. Et il me dit on va jusqu'au 42, je fais malheureusement ça pourra pas se faire parce que moi à l'époque je faisais du 46. Là, j'ai un peu pris, donc je fais un peu plus. À l'époque, je faisais du 46. Je dis malheureusement, je fais du 46. Il me dit non, mais t'inquiète, on a des super accessoires. Non. Et j'étais genre, ok. 200 € de bracelet. Et du coup, je leur ai envoyé un message et je leur ai dit je trouve que c'est une humiliation ce que vous êtes en train de faire. Et ne vous inquiétez pas, je vous garde dans le radar. Ils m'ont blacklisté de partout. Et à la première newsletter qui m'a paru grossophobe, zrac, je les ai pas loupés. Mais en fait, tu vois, ce qui est déprimant, et c'est un peu pareil avec le féminisme, c'est que c'est des gens qui se rendent pas compte. Non. Tu vois, il y a un compte qui est super, et j'ai reçu la fondatrice sur mon podcast, Pépite Sexiste. Okay. Je sais pas si tu connais ce compte, mais je t'invite à aller voir. Et qui, en fait, va... Enfin, je crois que le post que j'ai vu hier, c'était à la grande récré, une allée du jeu garçon et de jeu fille. Et donc, un client, une cliente qui envoie un message en me disant voilà, ça m'a juste vraiment dérangé d'entrer dans votre magasin tout à l'heure et de voir que vous aviez un rayon avec des jeux réservés aux garçons et des jeux réservés aux filles. Et la réponse du service client, donc tu vois quand même, les gars sont censés réfléchir à ce qu'ils vont dire et tout. Nous ne trouvons pas du tout ça choquant. Quand on s'habille, il y a bien un rayon homme et un rayon femme. Donc c'est exactement pareil avec les jeux. Nous prenons cependant en compte votre marque. Attends, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est pas du tout la même chose. C'est bien sûr quand t'as un pantalon et que tu as un pénis, tu vas pas. Enfin, ça va peut-être pas t'aller pour une femme. Et si jamais des mecs veulent porter des jupes et des robes, d'ailleurs, ils pourraient avoir le droit. Mais en fait, c'est, tu sais, vraiment vouloir se rattacher à la différence biologique des hommes et des femmes pour justifier le fait qu'en fait, des hommes, les garçons, ça va être des jeux un peu plus intellectuels et des filles un peu plus des poupées, des manuels. Dans les faits, c'est ça, tu vois. Et c'est un peu pareil avec, en te disant, tu vois, très gentiment, limite, t'inquiète pas, il y a des accessoires. Ouais. Tu vois, ils se rendent même pas compte, quoi, de ce qu'ils disent. Parce que la meuf qui me répond, c'est une meuf qui taille qui taille pas la même taille que moi. Et en fait, quand, tu vois, typiquement, je devais faire une télé et je devais me trouver un pantalon noir. J'ai fait 10 magasins dans Paris. Alors qu'à Londres, j'ai zéro problème. C'est clair. J'ai fait 10 magasins dans Paris, j'ai pleuré dans une des cabines parce qu'au bout d'un moment, franchement, c'est usant. Vraiment, c'est usant. J'ai voulu aller chez Monkey, non, j'ai pas trouvé. J'ai appelé Monkey Haussmann, j'ai dit bonjour, est-ce que vous allez juste... Parce qu'en fait, j'ai appelé Topshop, parce que je devais aller chez Topshop, parce que je sais que chez Topshop, ils ont ma taille, à Londres. Et j'ai appelé Topshop, j'ai dit voilà, je fais
telle taille, je sais plus, L33 ou L je sais pas quoi. Est-ce que vous avez ça en stock? Ah, bah non, nous on fait pas ces tailles, c'est les sites. Hein. Bah oui, mais alors, en fait, il faut bien se rendre compte d'un truc. Hein. C'est que là, toutes les filles qui font plus d'un 44, vous nous avez dégoûté de faire les magasins, les gars. Vraiment. Genre, moi, je veux plus foutre les pieds dans un magasin. Parce que ça me fout le cafard. Je commande sur Asos parce que je culpabilise pas de pas rentrer dedans. Je commande 3 tailles et au moins je sais laquelle me va. Au moins eux, ils ont les tailles en fait. Donc j'aimerais qu'il y ait une marque de prêt-à-porter qui se réveille et qui continue. Tu vois, c'est pour ça que Kiabi, franchement, je leur jette pas la pierre. Ouais, c'est chum ce qu'ils font pour beaucoup, mais au moins ils le font en fait. Et franchement, des marques comme Kiabi, etc. Ok, moi je parle pas du tout. En fait, moi j'ai pas le choix de pas être éthique. Ouais. Franchement. Hein. Je t'enverrai quand même des marques que je connais étiquetées qui s'adressent à tout le monde. Mais il y a beaucoup de... je veux dire, il y a beaucoup de trucs où je peux faire des efforts et tout, genre... mais putain... Ouais, non, mais c'est clair, on peut pas... Là-dessus, j'ai pas le choix, parce qu'en fait, faire les magasins, ça me coûte de l'énergie. Ça me déprime sur 2 jours. Ouais. Vraiment. Et tu vois, il y a un truc, c'était drôle, parce qu'on en a parlé avec des copines. J'ai une copine qui pourrait être ma sœur jumelle, et on a le même style et tout, et elle fait un peu de taille en moins que moi, mais pareil, ça la déprime de faire les magasins. Et c'est la seule copine avec qui j'ai déjà fait les magasins. Sinon, je fais jamais du shopping avec mes copines, parce que moi, je conseille. Elles peuvent pas me conseiller. Je n'ai pas ma taille. Et du coup, ça te rend encore plus... Ça creuse encore plus. Ouais. Il y a une question que je voulais te poser parce que j'avais vu ça en faisant un peu quelques recherches sur toi avant le podcast, que tu avais porté plainte à un moment parce que tu t'es fait harceler sur Twitter. Et je trouve ça assez significatif pour le souligner et même assez cool parce que beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices de contenu sont victimes au quotidien d'attaques. Et personne en fait ne pense à porter plainte alors que c'est un droit. Donc je voulais juste savoir... Qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui t'a poussé à pas te laisser faire? En fait, il s'est passé que moi, je fais pas partie de ceux qui se font le plus harceler, honnêtement. Hein, je suis archi chanceuse. J'ai une communauté très bienveillante. Et je les remercie d'ailleurs s'il y en a qui écoutent ce podcast. J'espère qu'ils y seront. En fait, c'était un matin d'août. Je partais en vacances et je tweete un truc sur Trump. En gros, BFM publie un extrait où il annonce en conférence de presse, il dit « Je ne suis pas raciste ». Et il met juste « Donald Trump, : entre guillemets, je ne suis pas raciste ». Moi, je cite le tweet en mettant « Et moi, je suis Émilie Ratajkowski ». C'était une belle vanne. Voilà, j'ai trouvé que l'effort était assez souligné. Merci beaucoup, les claps. Et j'ai eu 18 000 retweets. Enfin, it's going viral. Tu vois, c'était genre... Vraiment, c'est arrivé très vite en 2 jours. Et en fait, sur le premier temps où vraiment je l'ai tweeté, j'ai eu des vagues de gens qui étaient genre en mode MDR, qui se citaient, qui machin. Et après, j'ai eu la seconde vague, dès que c'est la sortie de mon cercle, en fait. C'est ça. De trolls. Des mecs qui ont des photos de manga sur Twitter. S'ils ont une photo. S'ils ont une photo. Mais aussi beaucoup de communautés vraiment qui n'est pas du tout la mienne, tu vois. Des communautés très différentes, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup qui suivaient, tu vois, des créateurs comme Squeezie, comme machin, comme truc, des gens avec qui j'ai pas d'affiliation particulière, je m'entends bien avec eux, tu vois. Mais on partage pas du tout les mêmes passions, etc. Et le contenu. Donc on partage pas foncièrement la même communauté. Et arrive un mec, 2 mecs, 3 mecs, qui tweetent en leur nom propre et qui sont insultants. Mais en mode, non, toi t'es écœurante... j'ai eu un mec qui a fait un montage de moi en cochon à la broche, en mode ça sent déjà le grade ici, vivement qu'on se fasse un gueuleton avec ton bide, quoi, en gros. Putain. En fait, c'est pas tant la violence, parce que bon, ça, voilà, tu dis ça, ça te mine le moral, je suis d'accord. C'est plus qu'en fait, les mecs tweetent en leur nom propre, quoi. Le mec s'appelle Machin Patin Couffin, il est directeur du Crous de Lille ou de mon cul, il est... telle autre personne, il est chrétien, de droite, et machin, et truc, et il m'insulte, et c'est en son nom propre. Un autre mec croise caché derrière un YWK2, et en 2 secondes, tu trouves comment il s'appelle et qui il côtoie. Putain, les gars, vous êtes pas intelligents, quoi. Vous êtes pas intelligents. De toute façon, pour dire ça... Déjà, faut pas avoir fait Sciences Po, mais vous... Non, c'est pas correct. Donc moi, je subis ça.
Des abonnés me défendent. Certains abonnés ont le drapeau gay à côté. Moi, j'ai beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, qui me suivent. Ça fait partie de mes fiertés parce que je me dis que ça veut dire qu'ils se sentent bien avec moi et qu'ils se sentent pas jugés. Donc, je suis hyper contente et très heureuse d'avoir une partie de cette communauté avec qui je peux partager plein de choses. Et du coup, moi, de ma communauté, c'est mes enfants, genre vraiment, qu'il leur arrive rien du tout. Et quand j'ai vu qu'ils prenaient ma défense, je leur ai envoyé des MP, j'ai dit arrêtez, vraiment, ça sert à rien, ne réagissons pas à ces gens. Ils ont quand même réagi, ils m'ont pas écouté, voilà, ils ont défié l'ordre. Et je me suis pris des remarques homophobes et pour ma communauté et grossophobes. Donc moi, je fais partie de la communauté LGBTQ+, je suis une alliée, ce qu'on appelle. Et qu'on me dise que je fasse partie de la communauté LGBTQ+, en un sens, ça me va, parce que vraiment être allié, c'est ça, quoi. C'est défendre un maximum leurs droits, qui sont nos droits à tous. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient à... Ils ont dit, ouais, on va préparer... Il y a un buffet avec tes potes gros et tes potes homo, machin. Ils commençaient à attaquer ma communauté et tout. C'est parti trop loin, j'ai tout screené, ce qu'ils m'envoyaient. Et ça, sur plusieurs jours, ils m'envoyaient plein de trucs. Et du coup, j'ai déposé plainte. Je me suis dit, en fait, je peux pas défendre le harcèlement, le cyberharcèlement et le harcèlement si quand ça m'arrive, j'agis pas. Quand je dis aux gens, si vous êtes harcelé, il faut parler. Si vous êtes harcelé, il faut aller voir quelqu'un de référent. Bah moi, la seule personne référente à ce moment-là, c'est la justice. Donc je me suis dit, ouais, je vais porter plainte, en fait. Ouais. J'ai une copine qui s'appelle Oli Camille, qui est sur les réseaux aussi, qui m'a aidée à trouver les identités. Je suis allée voir une avocate. Ce que t'es pas obligé de faire. Je suis allée voir une avocate, ça m'a coûté 1 500 €. Donc c'est pas gratuit, vraiment. Par contre, vous pouvez le faire sans ça, c'est juste que ça va être un tout petit peu plus long. Et là, on en est au stade où en fait, c'est des gens qui sont connus de leur service. J'ai rendez-vous avec un officier de police judiciaire et ils vont être appelés pour être entendus. Donc j'ai pas gagné, j'ai pas perdu. Juste, ils se sont chiés dans leur froc, j'espère. Ah, j'espère aussi, parce que du coup, ils ont été contactés quand même. It's gonna be. Ok. J'ai l'impression que c'est sur le feu. Mais parce que, attends, ça date d'août dernier ? Ah oui. Mais j'ai porté plainte tard. Ok. Parce que j'arrivais pas à sauter le pas. C'est pas enfin, ça non, fait peur, pas en fait. En fait, c'est pas facile parce que... Il faudrait que ce soit simplifié, d'ailleurs. Moi, c'est mon combat. En fait, c'est pour ça que je partage sur Twitter ce qui se passe. C'est que, en gros, quand ça a commencé, j'ai commencé à dire voilà, les démarches sont compliquées. T'as une plateforme qui s'appelle Pharos qui est pas du tout instinctive, donc j'ai dit voilà, moi je connais un peu le cabinet de Marlène Schiappa parce que je l'ai rencontré 1 ou 2 fois. On peut dire ce qu'on veut, mais bon, au moins j'ai ce contact-là et ça peut peut-être faire avancer des choses. Je l'ai mentionné, j'ai mentionné la police nationale. J'ai dit juste si vous pouviez simplifier pour les victimes, déjà que c'est dur de se poster en tant que victime. Si vous pouviez au moins simplifier ce trajet, c'est cool, quoi. Et en fait, j'aimerais montrer par mon chemin, que je vais essayer de raconter un maximum après dans une vidéo YouTube, que c'est long, que c'est chiant, mais que la justice française, j'espère, ne sera pas imperméable à ce qui se passe. J'ai une copine qui s'appelle Oshi, qui a subi aussi un assaut homophobe au possible, une chanteuse qui a subi des assauts homophobes pas possible, parce qu'elle a sorti une chanson sur justement le fait de pouvoir aimer qui on avait envie d'aimer, qui j'espère va porter plainte et qui se fait aider d'associations. Il y a toujours une solution, en fait. Ne vous dites pas que si vous subissez quelque chose, votre plainte vaudra moins que quelqu'un qui subit plus d'assauts que vous. Moi, j'avais peur de ma légitimité de victime. Ouais. C'est horrible de dire ça. Ouais. Et en fait... On se dit non, c'est pas assez violent, c'est pas assez ceci, c'est une insulte. Et en fait, c'est insultant. C'est de la diffamation, c'est tout ce que tu veux, quoi. Il faut montrer juste qu'il n'y a pas d'impunité sur Internet. C'est pas parce que... Et d'autant plus quand tu tweets en ton putain de nom propre. Mais limite... Pour moi, ça, limite, non, parce qu'après, ça va faire ils vont juste créer des faux comptes, mais ils diront la même chose. En fait, il faut juste non, mais même les adresses IP, les gars. Tu vois, c'est ça. En fait, tout est... Enfin, sachez que sur Internet, tout est traçable et que la police a contact avec tous les réseaux sociaux. Mais ça, quand tu sortiras ta vidéo, je vais faire le relais et j'espère qu'on sera un maximum de créateurs et créatrices de contenu à faire le relais parce que j'espère que tous les haters qui sont là à tweeter impunément, à vraiment... ne pas se rendre compte, je pense, de la portée que leurs paroles peuvent avoir, vont réaliser qu'en fait, ah putain, c'est clair. On sait que je dis ça, tu vois, et qu'ils vont arrêter du coup. En fait, le truc principal à retenir de ce truc, c'est que la réaction des autres quand j'ai porté plainte, il y en a pour beaucoup, ça a été de dire, en même temps, Lola, tu t'attendais à quoi ? De t'exposer ? Tu t'attendais à faire l'unanimité ? Et la seule chose que je réponds à ça, c'est que ouais, c'est mon choix de m'exposer sur les réseaux. J'expose ma vie, des fois j'expose mes parents avec leur accord, j'expose mes amis s'ils sont d'accord aussi, je fais jamais les choses sans les accords des gens.
c'est mon choix, mon droit, et j'existe fort si j'ai envie, j'existe pas fort si j'ai pas envie, tout est de mon fait. Mais ça ne justifie en rien le fait qu'on puisse me manquer de respect ou me manquer de respect en tant qu'humain. C'est pas parce que je suis sur les réseaux que je suis déshumanisée, en fait. Ouais. Je fais caca comme vous, je préfère vous le dire, vraiment, j'ai la diarrhée de temps en temps. On est tous pareils, en fait. On va dormir le soir et quand on dort, on a une charge mentale qui est très différente de ceux et celles qui ne s'exposent pas. On l'a choisi, oui, mais c'est une charge mentale. Ouais. Et je ne veux pas qu'on me plaigne pour ça, mais je ne veux pas que ce soit un argument pour me dire que je dois pas me plaindre. Non, mais en fait, surtout que je trouve ça stérile comme argument, parce que oui, on s'expose, oui, on est ouverte au débat, pas au manque de respect, en fait. Ouais, c'est deux choses très différentes, tu vois. Et pas la déshumanisation, quoi. C'est ça, je prends la parole sur le féminisme, ça plaît pas à tout le monde, beaucoup d'hommes, parce qu'il faut le dire, je le vois dans les commentaires, beaucoup d'hommes sont pas de mon avis. Ceux qui exposent des arguments réfléchis, comme j'ai pu le faire, sans jamais attaquer quelqu'un, j'accepte, bien franchement. Ceux qui insultent, qui critiquent, qui deviennent haineux, là non en fait. Et c'est là où on s'expose, mais ça n'incite... Enfin, on peut ouvrir au débat, mais pas du tout à la méchanceté gratuite, quoi. Ouais, puis c'est pas parce qu'on expose qu'on s'expose à l'agressivité des gens, en fait. C'est ça. Et le problème est que, aussi, je me mets à la place de plein de gens, mes prises de position peuvent paraître agressives ou agressifs quand, dans ton entourage, t'es pas éduqué à ça, en fait. Franchement, je donne pas des excuses aux haters, vraiment pas du tout. C'est que, des fois, je donne des excuses à des gens qui vont être sanguins d'un coup sur un sujet, parce qu'en fait, ça se trouve, dans sa vie, ça a un poids, une incidence particulière. Donc, j'excuse pas tout le monde, il y a juste des fois où je me dis, oh, ok, elle est insécure. Voilà. Il ou elle est insécure. Je suis comme toi, je suis ouverte au débat et encore, moi, ça me casse les couilles. Franchement, débattre avec des gens sur les réseaux sociaux, ça me saoule, dans le sens où, en fait, je n'estime pas avoir la science infuse. Je ne suis pas une personne qui va avoir un avis qui divise. J'estime être plutôt neutre sur plein de choses. Il y a des choses qui me révulsent et qui me révoltent, mais j'ai aucun point de vue extrême. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, globalement, moi, mon compte, il prête pas à débat. Je prends position sur ce qui me touche. Sur ce qui me touche pas, c'est pas par égoïsme, mais c'est juste que je me sens pas légitime d'ouvrir ma gueule, en fait. Par contre, ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. Et si j'ai envie de le partager, je le partage. Par contre, ce qui me saoule, c'est de rentrer dans des débats avec des gens qui ne comprennent pas que c'est jamais fait dans la malveillance, ce que j'en vois. Et quand je regarde généralement, c'est des gens qui ne me suivent pas. Et les gens qui ne me suivent pas, c'est pas que j'ai pas envie de débattre avec eux, mais c'est que vous ne me connaissez pas. Alors que les gens qui me suivent, même depuis 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, comprennent que c'est toujours dans la non-violence, sauf quand on me traite de grosse. Mais même quand on me traite de grosse sur mon compte, je réponds avec second degré. Quand on me traite de grosse dans la vie, c'est un autre débat. N'essayez pas. N'essayez pas, ne le faites jamais. J'ai vraiment frappé plusieurs personnes pour ça. Donc dans tous les cas, ne le faites pas avec quiconque. Avec quiconque, voilà. Mais c'est surtout que je ne vais pas perdre de temps à débattre avec des gens qui ne s'intéressent pas non plus à ce que je suis intrinsèquement, quoi. Ça me fatigue. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Alors que quand il y a des débats qui s'ouvrent avec des abonnés à moi, tu vois, hyper intéressant, vas-y, on y va. Mais après, je pense pas faire du contenu qui soulève des débats comme pourrait faire ton contenu, tu vois. C'est vraiment des choix. Et carrément. Et moi, vraiment, c'est plus que ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue de débattre avec des gens avec qui j'aurais pas débattu dans la vie. C'est des gens qui veulent pas essayer de comprendre ou se mettre à ma hauteur. Moi, j'ai pas envie de me mettre à leur hauteur. En fait, ils font pas d'efforts, je fais pas d'efforts. Sur plein de points, totalement. J'ai pas envie, quoi. Ouais, c'est stérile. C'est stérile parce que, comme tu dis, quand t'as des arguments qui sont non agressifs, franchement, archi plaisant de débattre. Mais quand c'est des arguments qui... moi, ça me fatigue. Je te dis, ça pompe une énergie. Déjà, franchement, sur les réseaux, ça pompe une énergie incroyable. De dingue, ouais. Donc moi, j'ai pas envie de... Ouais. C'est là où j'aime beaucoup les podcasts. C'est beaucoup plus chill, bienveillant. Mais tu sais, il y a une meuf récemment, c'est marrant qu'on parle justement de la violence des commentaires sur les réseaux. J'ai fait entendre raison à une nana. J'étais assez fière de moi. Ça arrive des fois. J'ai publié une vidéo où en fait j'utilise un filtre d'une meuf qui a les sourcils un peu rasés comme ça, avec des grosses créoles et tout. Et je lui ai donné un accent du sud. Et je joue ma cagole. Je dis pas que tous les gens du Sud sont comme ça, c'est juste, je fais un peu une parodie de Beverly, tu sais, voilà.
mais dans la bienveillance et jamais me moquer, vraiment jamais. Je publie ça, sauf que le filtre est tellement réel sur mon visage qu'il y a des gens qui ont cru que c'était mon vrai visage et qui arrivent sur ma plateforme en se disant ah putain, cette meuf-là existe vraiment. Sauf qu'ils me connaissent pas et ils n'ont pas eu la curiosité de cliquer sur Lola Dubini et de voir que je suis pas comme ça. C'est dingue. Donc j'ai eu affaire à des tas de commentaires haineux sur Facebook sous cette vidéo-là, dont une meuf. Et en fait, sachez que tous les commentaires haineux, je vais voir qui sont ces gens. Vraiment, sachez que même quand c'est pas haineux et quand c'est bienveillant, je vais voir qui vous êtes. J'aime trop faire ça. Tout comme vous avez accès à ce que je suis. Je me dis, si vous commentez, c'est que qu'on a la liberté d'aller voir qui vous êtes. Et j'aime bien voir derrière un « oh, je te trouve très jolie », qui se trouve derrière ce compliment, parce que ça me fait plaisir que vous m'ayez fait, tu vois. Et quand c'est malveillant, c'est même topo. Je veux juste voir d'où vient la personne, qui est-il, qui est-elle. Et là, la meuf, je vois, elle publie putain, j'ai envie de la putain, j'ai envie de la frapper. Une de ses potes dit putain, elle me retourne de rire, genre elle me fait trop rire. Une de ses potes répond ah ouais, moi je trouve ça naze. Tu vois, c'est un avis comme un autre, je m'en fous. Et l'autre, elle me dit non mais sérieusement, j'ai vraiment envie de la frapper en fait. Et là, j'ai fait une story en disant alors, salut, je sais que il y a quelqu'un qui a commenté un message qui a envie de me frapper. Sache que je sais que tu t'appelles Eva, que tu habites à Biscarrosse, que t'es mariée depuis 2012 et que tu fêtes tes tant d'années de mariage en 2017 et que du coup t'es partie en lune de miel à tel endroit et que tu bosses chez un fleuriste qui est dans le village de mes parents et j'ai pas envie d'avoir peur d'aller chercher des fleurs. Et la meuf m'a répondu, parce qu'elle s'est tapée la honte. J'ai pas dit son nom, hein. J'ai dit un autre prénom. La meuf s'est tapée la honte parce qu'elle m'a répondu putain, je savais pas que tu lisais tes commentaires. Et c'était une meuf qui aurait pu être ta pote, ma pote, hein. Vraiment, je te jure, hein. Et j'ai voulu juste lui montrer qu'au même titre qu'elle a accès, qu'elle pourrait avoir accès à des infos sur moi sans aller regarder, au même titre que si je traîne dans Bordeaux, quelqu'un qui a envie de me frapper peut me frapper, peut s'accorder ce droit-là parce que visiblement il a accès à ma vie, bah moi j'ai aussi accès à votre vie en connaissant où vous habitez, ce que vous êtes, ce que vous faites. On peut tout connaître d'une personne sur les réseaux sociaux. Ce qui est un peu flippant en soi. Ce qui est flippant, mais faites gaffe en fait. Du coup, responsabilisez-vous et ne pensez pas que Kev Adams, par exemple, qui a des centaines de milliers de commentaires, ne regarde pas ses commentaires. C'est faux. C'est clair, on les lit tous beaucoup, avec de l'attention parce que on vous donne quelque chose, on a envie que ce soit bien reçu ou mal reçu ou que ça crée un débat, mais on a envie d'échanger en fait. Ouais, de partager, c'est le but de ce qu'on fait. Moi, je like tous mes commentaires, pas parce que j'ai envie de vous faire plaisir, mais parce que je veux vous montrer que c'est lu. Ouais. Donc faites attention, vraiment. Vraiment attention. Responsabiliser, je pense plus les commentaires et montrer que ça a un impact et que ça nous touche, quoi. Ouais, grave. Je pourrais continuer longtemps, Lola. Ouais, je sais, ça fait déjà 1h30. Ah ouais, putain. Non, mais truc de ouf, ça va être un des plus longs, je pense. Non, mais tu sais que j'ai le seum parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je voulais aborder dont on n'a pas parlé, mais en fait, moi, je préfère toujours me laisser prendre par la conversation, c'est ce qui est plus authentique et plus naturel, donc je regrette pas ça, mais peut-être qu'il y aura une partie 2, parce qu'on a quand même pas du tout parlé, tu vois, de ton parcours, tes études, tes machins. Ouais, c'est pas le plus intéressant. Okay. Je préfère ce qu'on a dit là, parce que c'est censé, et puis que ça va parler à un maximum de gens. Je peux te le dire, j'ai fait des études de communication qui me servent au quotidien, mais je me suis juste réveillée un matin en me disant, en fait... je veux être chanteuse. Bah ouais. En fait, il faut que j'assume de pas vouloir faire quelque chose de commun. Ouais. Et il faut que j'assume... Et en fait, je me réveille hyper malheureuse. Je pleurais les matins, j'avais pas envie d'aller bosser. Et après, j'ai eu l'impression de devoir sortir du placard en disant à mes parents que je voulais pas continuer mes études, que j'avais avancé, que j'avais payé mes études. Donc tu vois, c'est en soi pas vraiment intéressant. Mon parcours, il peut être le parcours de plein de gens. Je pense que tous les parcours sont intéressants, mais bon, là où... Peut-être qu'on a déjà entendu tes prises de parole j'ai déjà reçu beaucoup de gens qui n'ont pas suivi le chemin que leurs parents leur avaient réservé, donc au moins là je suis contente, c'est un épisode hyper singulier quoi. C'est ça, mais alors que moi, tu vois, à l'inverse, mes parents, ils ont été fabuleux quoi. Ils m'ont limite dit abandonne tes études quand tu veux quoi. Putain. Donc non, j'ai eu de la chance. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu de peine d'expliquer ce moment-là de ma vie, parce que je sais que c'est pas vraiment le cas de tout le monde et qu'on n'est pas tous avec les mêmes parents, on n'est pas tous avec les mêmes chances. Mais c'est important de faire les choix pour soi. Ouais. Moi, c'est plus que c'était vital, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, chanter, c'est plus important que presque ma vie sexuelle, quoi. Vraiment, c'est genre... Non, mais alors, putain, là aussi, allez, c'est le dernier truc que je rajoute. Je voulais le dire quand on en a parlé, c'est que j'en ai parlé avec une amie entrepreneur hier. Et elle disait l'entrepreneuriat, elle a une quarantaine d'années, ça lui a apporté plus de bonheur dans sa vie que sa vie de couple. Ah bah ouais. Et qu'en fait, c'est pas grave et qu'on devrait pas avoir honte de le dire, mais en fait, elle a raison, c'est...
on nous a tellement mis dans la tête, pareil en tant que femme, que en gros le but de notre vie c'était de nous marier et d'avoir des enfants. Et genre c'est trop cool, genre bien sûr ça peut être un des buts dans ta vie, mais genre c'est pas forcément le point central dans ta vie. Et genre c'est vrai qu'elle dit dans les films en fait, le scénario t'es quasiment toujours sûr, c'est une meuf qui va chercher l'amour. Ouais, puis c'est une meuf qui et elle va pas chercher à s'accomplir en tant que femme ou en tant que professionnelle, tu vois. Des hommes ils peuvent avoir, on peut avoir des meuf films sur des carrières et tout. Difficulté dans son taf. Ah ouais. Et toujours, genre, ce qui va la sauver, c'est limite le prince charmant, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une prince charmante. Ou c'est l'amour. En fait, c'est moi, ce que j'essaie de voir maintenant, c'est pas tant la place du mec sauveur, c'est plus la place qu'a l'amour dans le développement d'une personne. Ouais. En fait, je donne pas raison aux comédies romantiques. La seule chose où, et je pense qu'on peut terminer là-dessus si t'es d'accord avec moi, mais s'entourer au-delà de la bienveillance, mais juste d'amour, en tout cas que ce soit pour vous, ou aimer les autres, ou aimer partager, ou aimer quelque chose, c'est... En fait, ça peut être ça votre passion, en fait. Genre, moi, par exemple, aimer chanter, c'est ma passion première. Et du coup, quand je chante, j'espère donner envie aux gens d'aimer autre chose, d'aimer leurs proches. Quand je vois des gens... moi, j'ai écrit une chanson sur mes grands-mères, tu vois, sur mon EP, sur leur départ. Quand je vois des gens qui aiment la partager et qui la diffusent à leur famille... c'est une chaîne toute pétée d'amour peut-être, mais en tout cas il y a un truc qui se crée de transmission, et moi je veux vraiment que on remette les chances au milieu, et que même si vous n'avez pas eu de la choune en amour, j'entends être aimé par vos potes, être aimé par machin, vous avez toujours un moment été aimé ou aimé quelque chose, et raccrochez-vous un maximum à ça, parce que si vous n'aimez pas votre taf, il y a forcément quelque chose autour que vous aimez et qui va vous épanouir, et s'épanouir, c'est s'accrocher à ce qu'on aime, donc continuez là-dedans. Et si vous n'aimez rien, aimez-vous, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, c'est ça. Bon, alors je te pose juste la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie, c'est s'accorder. Alors, s'accorder d'être ce qu'on veut être, s'accorder d'être aussi ce qu'on peut détester. Par exemple, moi je me déteste impulsive, mais je sais que ça fait partie de moi, donc je suis obligée de l'accepter. S'accorder avec les gens. Alors s'accorder avec les gens, ça veut pas dire tout accepter des autres, mais ça veut dire être tolérant, voir dans la différence des autres, essayer de voir dans la différence des autres quelque chose qui peut nous inspirer. Moi c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Après tu vois, c'est pas parfait, hein. Il y a des gens que je déteste, hein, franchement, tu peux pas t'empêcher de désaimer. Et c'est d'être en permanence, je pense, en quête de l'accord parfait interne. C'est-à-dire de trouver la juste balance entre ce qui vous rend très heureux et ce qui vous rend très malheureux. Parce que moi, j'ai un référentiel de quand j'étais très malheureuse et j'ai pas envie d'y retourner. Et là où je sens arriver vers l'équilibre, c'est quand je vis bien ma vie, je suis heureuse, mais en tout cas, c'est essayer de s'accorder le temps de pouvoir trouver un point d'équilibre et d'ancrage. Et ouvrez les yeux, soyez curieux, quoi. Moi, j'ai que 26 ans, c'est le début de ma vie. Peut-être que la réponse à ce podcast va évoluer dans un an, tu vois, la réponse à cette question dans le podcast va évoluer dans un mois, un an. En tout cas, à l'heure actuelle, je dirais que c'est d'être en accord parfait, ou en quasi parfait, avec vos envies et vos choix, tant que vous le pouvez. Ouais. Parce que des fois, évidemment, il y a des situations... mais dites-vous qu'une situation n'est pas figée dans le marbre, et que c'est pas parce que vous êtes comme ça lundi que mardi, ce sera la même chose. Mardi, dans 2 semaines, sera sûrement différent, et vous verrez les choses d'un tout autre angle. Et pour les filles, le syndrome prémenstruel fait beaucoup. Trop cool. Merci beaucoup Lola d'être venue sur InPower. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. C'est une super conversation. J'ai hâte de la partager. Normalement, je demande toujours où est-ce qu'on redirige les gens qui veulent te suivre. Mais je vais quand même te le dire, parce qu'en plus, comme tu as un album qui sort bientôt, si tu peux quand même dire les dates, si tu les as et tout, comme ça. Moi, en fait, j'ai plus... moi, j'ai vraiment apprécié cette conversation aussi. Je trouvais que c'était un bon échange et que c'était fluide. Donc, si vous avez envie qu'on continue des discussions, je suis sur les réseaux sociaux en général. Je ne veux pas, non pas forcer, mais vous proposer d'aller trouver mon contenu autre part que sur les réseaux, parce que si vous avez aimé ce que je dis, j'espère que vous allez retrouver la même chose sur les réseaux. Et si vous avez envie d'écouter ma musique, c'est mon nom, c'est pareil. Donc, ne vous forcez en rien. Si vous m'avez détesté, c'est pas grave. Mais si vous m'avez bien aimé, allons-y ensemble. Trop cool. Bon, je mettrai quand même tout ça dans les notes du podcast. Ouais, c'est Lola de le retrouver facilement. Et j'espère à très vite. Grave, avec plaisir. Bye. Ciao.
Merci beaucoup de s'être rejoint à notre conversation avec Lola. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @loladubini et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 2 amis qu'il pourrait inspirer et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas passer à côté des prochains épisodes. Et les meilleurs d'entre vous sont encore présents et ont écouté cet épisode jusqu'au bout, alors gros big up à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.